Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Loïc. Bienvenue pour cette nouvelle saison de Tour de table au Club Circus Paris. On est au restaurant La Baraka. On est très heureux. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous savez que cette émission me tient à cœur. Grâce au Club Circus Paris, je peux vous présenter 4 nouveaux épisodes et 2 sublimes invités. Les amis, je suis ravi de vous accueillir dans cette première émission au Club Circus, au restaurant La Baraka. On va parler de sport aujourd'hui, on va parler de poker, parce que vous êtes tous plus ou moins dans ces milieux-là, parfois dans le sport, parfois dans le poker, parfois dans les deux. Alors, on va profiter de l'apéro, on va profiter de l'entrée pour chacun connaître comment vous avez rencontré déjà le milieu du sport et du poker. Gilles, je vais commencer par toi, parce que On va commencer. Vous pensez qu'on va tenir à manger tout ça là? C'est pour l'apéro. Pendant ce temps, je voudrais que tu me racontes comment justement tu es arrivé milieu du sport et milieu du poker, comment tu as croisé ces deux-là? J'ai croisé... De toute façon, c'est le cas de le dire, c'est deux milieux qui sont assez similaires. Moi, j'ai toujours fait du sport. Dès l'âge de 8-9 ans, je faisais du sport, donc j'ai toujours joué au foot. J'ai eu la chance de jouer à un niveau très correct, pas pro, mais juste en dessous. Et j'avais un grand-père qui, ça s'invente pas, était dernier, certainement, avant-guerre, un des derniers bookmakers qu'il y avait en France. Donc c'est la première des choses qu'il a fait, qu'il m'a appris, c'est de m'amener sur les champs de course. Ce qu'il a fait très bien, du reste. C'est un héritage qui est lourd à porter. C'est-à-dire, s'il y avait eu un héritage, il y a longtemps qu'il est parti, mais ça, c'est autre chose. Et en même temps, il m'a appris à jouer aux cartes. Et moi, à mon époque, on jouait plutôt à la belote, au tarot. Après est venu le poker fermé. Après est venu votre merde là qu'on appelait Las Vegas dans les années 80, qui est devenu votre Texas Hold'em qui ressemble à rien, mais qui vous fait vivre tous. Donc, on va être gentil avec vous. Qui est joué par tout un tas de demeurés, dont moi Bolloré. Parlons-en. Voilà. Dont Bolloré. Non, mais là, je plaisante. Et voilà comment je suis venu. Donc j'ai toujours été éduqué là-dedans. C'est-à-dire que chez moi, on joue aux cartes. Ça a sauté un peu une génération. Mon père jouait à la belote, il se faisait engueuler par mon grand-père, donc il jouait plus. Donc moi, je jouais et je ressemblais beaucoup plus à mon grand-père que mon père. Donc on joue aux cartes. Je joue aux cartes avec ses potes. Il m'a appris à jouer à la belote très tôt. Il m'a appris à jouer au tarot très tôt. Puis après, quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai appris à jouer au poker. Je joue au poker fermé, avec ce qu'on appelait des barons, je vais vous dire un truc, la personne qui m'a le mieux appris à jouer au poker fermé, c'est le père de Vincent Lindon, qui était un merveilleux joueur de poker fermé, un merveilleux joueur. Puis après le poker fermé, vous aviez ce qu'on a appelé le nulot, puis dans les années 80, 82 est arrivé ce qu'on appelait nous à notre époque le Las Vegas. Donc on jouait des parties assez importantes, chez une personne qui vient de décéder, où j'ai été à l'enterrement il y a une quinzaine de jours, qui s'appelait Jean Sarkisian et qui fait partie d'un livre qui a été écrit par l'Antérique, donc je vous le conseille, qui s'appelle La Gagne, que je vous conseille à tous de lire. Et chez cette personne, on jouait dans une grande table, où on jouait même jusqu'à 10, 11, 12 autour, et on jouait un tour poker fermé, un tour poker nulot, un tour Las Vegas. Donc quand il y avait le Vegas, tout le monde jouait, quand il y avait les autres, il y avait les mecs qui donnaient, les trois qui étaient là, on jouait jusqu'à 8 personnes. Sauf au Vegas où tout le monde jouait. Et petit à petit, le Vegas a pris le pas sur le truc. Les mecs ont préféré ce genre de jeu. Les vieux joueurs comme moi ont toujours... Moi, si aujourd'hui, il y avait une jolie partie de fermée, je rejouerais avec plaisir. Mais il n'y a que les vieux... Tous ceux que je connais, ils sont entre quatre planches, malheureusement. Il n'y en a plus beaucoup et c'est quelque chose qui est parti et... au grand détriment de personnes comme moi. Mais bon, voilà, c'est une époque, il faut vivre avec son époque. C'est comme la vidéo dans le foot. Je suis contre, mais ils l'ont mise et on va la garder. Tu vas faire avec. Voilà, je partirai avec la vidéo alors que je suis contre, mais je peux rien y faire. Thierry. Moi, j'ai 2 générations d'écart, donc je suis beaucoup plus jeune. J'ai pas connu le poker fermé. Par contre, j'ai connu l'espèce de Zouave depuis 96, parce qu'on est amis depuis 96. Parce qu'on a des points communs. D'abord, j'adore le sport. Et puis surtout, j'adore le jeu. Alors, c'est vrai qu'on s'appelle souvent parce qu'il est un peu modeste, mais il est surtout spécialiste du sport. On fait des petits tickets tous les deux à 20 € chacun et on met 40 € et on va jusqu'à 6 ou 7 matchs. Ce qui nous intéresse, c'est de toucher des gros pactoles avec nos petits 40 €. On joue pas cher, on joue un petit plaisir comme ça tous les deux, on s'appelle. Et il est un peu spécialiste de la Ligue 2. Je sais pas pourquoi, mais moi, il connaît bien la Ligue 2. Donc, comme c'est des belles codes, c'est vrai qu'on s'amuse un petit peu à ça. Le jeu, je suis tombé dedans depuis tout petit. Mon rêve, c'était d'aller à Las Vegas.
à 21 ans. J'ai attendu 21 ans parce que, je ne sais pas si vous le savez, enfin toi tu le sais Pedro, c'est 21 ans à Las Vegas, donc je suis parti là-bas. J'ai connu le vieux Vegas, qui était le Vegas du sexe et de l'argent. Et après, ils ont retourné Vegas, ils ont pensé que c'était mieux d'avoir les couples avec les enfants que d'avoir seulement les maris, ça rapportait plus et le séjour était plus long. Donc, ils ont retiré un petit peu ce côté fille, entre guillemets, où ils ont fait un grand Disney de Vegas. Après, je suis rentré dans les jeux depuis tout petit, j'ai commencé par les PMU. Après, je suis allé à Vagram. Après, j'ai fait 2 ans à Vegas, et puis après, j'ai eu la chance que le groupe Ardent, alias Circus, me téléphone. Et ils m'ont donné une chance de reprendre le costume pour arriver en tant que VIP manager et d'être avec monsieur qui est à ma gauche et que je respecte beaucoup, beaucoup. Qui en plus d'être un patron est un ami et quelqu'un qui m'a beaucoup appris, qui m'apprend tous les jours des choses que je connaissais pas et pourtant dans le jeu j'en connais. Mais il a une expérience qui est plus forte que moi, je suis technique terrain et lui il est plus... c'est impressionnant. Mais je vais pas trop lui faire de compliments parce qu'il faut pas trop lui en donner, mais c'est vrai. Donc voilà, le jeu, je suis tombé dedans, j'adore ça et je pense qu'il nous faudrait 20 heures d'émission pour qu'on termine à en parler parce qu'on a tellement d'anecdotes, mais ça viendra petit à petit. Ça c'est juste pour la présentation. J'ai eu la chance d'être 3 ans pro chez Unibet, après avoir gagné un gros tournoi sur Internet, ils m'ont téléphoné un matin. Et puis ça s'est vu, puis après, ben voilà, j'ai arrêté à cause du travail, parce que heureusement, quand vous êtes pro, tu le sais, Pedro, ta vie, c'est que ça, quoi. Tu prends les billets d'avion, tu vas à droite, tu vas à gauche. Et comme j'avais des responsabilités au boulot, j'étais obligé d'arrêter le contrat. Voilà pour ma petite histoire. Thierry. Sébastien. Sébastien. Et voilà, donc moi, mon expérience, elle démarre très très jeune également, à 20 ans, par hasard. Je réponds à une petite annonce. On cherchait des croupiers au casino de Namur, une école de formation, qui durait à l'époque 6 mois, vous imaginez. Maintenant, on forme un croupier en quelques semaines. Et donc, voilà, tout doucement, ma carrière a débuté comme croupier il y a plus de 25 ans maintenant. Et donc, pendant plus de 25 ans, donc, j'ai pratiqué, on va dire, la direction des établissements de jeux, essentiellement casino. Donc, je peux dire effectivement que j'ai une bonne expertise, on va dire, derrière la table, ou en surveillance, en gestion des jeux, que ce soit tous les jeux de casino, les jeux de table également, les jeux électroniques ou les machines à sous. J'aime en plus le jeu, donc je ne suis pas féru joueur tous les jours, mais je veux dire, j'aime beaucoup pouvoir pratiquer également, que ce soit dans les casinos ou également des fois sur le net. Voilà, au niveau de mon expérience jeu, quand Thierry me dit que je lui explique beaucoup de connaissances. Lui aussi, bien entendu, on partage beaucoup de connaissances, mais lui plus, on va dire, au niveau des anciens cercles, on va dire, les clubs maintenant, qui ont changé au niveau du nom et de la législation, mais également au niveau du joueur. Il est très pro et en plus, il connaît très 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 bien la clientèle, surtout parisienne. C'est toujours étonnant des fois de lui présenter des gens, mais il les connaît déjà, donc c'est difficile. Mais t'as vu arriver le poker, toi. Toi, t'es vraiment la génération. Oui. Mais moi, j'ai vu arriver le poker. Toi, moi, quand j'ai commencé au casino de Namur il y a plus de 25 ans, à l'époque, le jeu principal, c'était la roulette française. Ouais. Quand j'ai commencé, il y avait 8 roulettes françaises. Donc, j'étais croupier de roulettes françaises, des beaux râteaux et tout ça. Là, c'est vrai qu'on a évolué. La roulette française, il n'y en a pratiquement plus. Quelques casinos, on va dire à Monaco, et encore très peu. Quelques casinos italiens ou espagnols. Et puis après, oui, on a vu arriver le poker, c'était dans les années 2007 en Belgique, il a été, on va dire, autorisé, parce qu'avant il n'était pas autorisé. Et puis après, on a vu seulement arriver les machines à sous aussi en Belgique très très tard, en 2004. Ah bon? C'est fou ce qu'il annonce là. On ne savait pas ça. Ouais, exactement. Les machines à... Mais pourquoi? Parce que c'était pas autorisé. Donc jusqu'en 2000. Vous êtes encore plus à la bourre en Belgique? Non, parce que depuis lors, on a rattrapé le temps. Voilà, c'est pas oui, après mais là, on a mis le TGV, nous autres, parce que vous êtes toujours à la vieille locomotive, là, ici, au niveau, par exemple, le jeu en ligne. C'est-à-dire que même quand on prend de l'avance, nous, on finit à la bourre à la fin. Voilà. Mais non, c'est vrai que la Belgique a fortement évolué, notamment à toutes les autorisations. On a des machines dans pratiquement beaucoup de sortes d'établissements. Le jeu en ligne est autorisé vraiment de toutes les manières, jeux électroniques, jeux machines à sous, ce qui n'est pas encore le cas ici en France. Nous avons également des studios de live gaming en Belgique, donc des croupiers qui sont dans un studio et qui lancent la boule ou qui donnent les cartes devant des clients qui sont devant leur PC ou leur smartphone tout simplement. Donc c'est vrai qu'on a fortement évolué. Comme quoi un pays, moins il a de gouvernement, plus il cartonne. Oui, voilà. Non, mais c'est positif de ne pas avoir de gouvernement parce qu'en fait, il y a moins de complications, on va dire. Et au niveau sportif, voilà, je suis
pas très sport, je veux dire, même si j'aime beaucoup le sport, manque de temps. C'est mes fils plutôt qui m'ont appris à connaître les joueurs de foot et donc j'aime beaucoup aller ici. Il était au parc hier soir. Voilà, j'étais au parc hier et c'est vrai que j'y vais régulièrement. Ça y est fait. Voilà, mais voilà, donc j'ai plutôt été en spectateur suite au métier, mais voilà, je suis un amoureux bien entendu des jeux en général. Pour rebondir sur ce que... Sébastien. Sébastien, oui. Pour rebondir sur ce que Sébastien a dit, moi j'ai été très tôt dans les casinos. Dans les casinos, on jouait à la roulette, on jouait au chemin de fer, on jouait à la banque. Et moi, c'est un petit peu ce que je regrette, c'est que les casinos d'antan, je dis bien d'antan parce que maintenant ça a bien changé, c'était costume cravate, c'était tenue exigée, on n'y allait pas en tongs et en short. Hein. Et il y avait tous ces jeux qui ont quasiment disparu à part Monte-Carlo, je crois, si pour pas dire une bêtise. Après les trucs italiens, je connais pas. Et effectivement, le poker, moi j'allais, malheureusement pour moi, et je vais passer là-dessus, j'allais dans les cercles de jeux parisiens. Dans les cercles de jeux parisiens, personne que vous connaissez tous ici, ce qui est Fitoussi, qui a été pour moi le premier qui a amené les tournois, parce qu'il avait fait pendant 3 ans, je crois qu'il avait tourné partout dans tous les pays, surtout en Autriche, parce que je crois que c'était les premiers en Autriche, et qui a amené ça dans les années 86-87. Et il y avait des tournois à 30 francs. Les tournois à 30 francs, de Las Vegas, les oui, tournois appelés Las Vegas, qui est devenu Texas Hold'em, ont commencé dans les cercles parisiens, pas les nommer parce que de toute façon ils sont tous fermés, maintenant on s'en fout, qui était l'Haussmann, qui était l'Opéra, qui était l'Aviation. Ont commencé dans les années 87, 88, où ça s'est installé et ça a vraiment révolutionné le monde du jeu. Hein, on peut dire ça comme ça. Hein. Ce qui est à noter, nous autres, en Belgique, étant donné que les machines à sous sont arrivées très tard, on a encore, je veux dire, 30 à 40% dans les gros casinos, comme Namur ou Bruxelles, de jeux traditionnels, de jeux de table. Ouais. Donc, il y a encore une certaine pratique intéressante pour les joueurs qui aiment jouer aux jeux de table. Donc dans ces 2 casinos, à Namur et à Bruxelles. C'est vrai qu'en France, les machines à sous ont pris quand même une forte importance, ou dans des très, très gros casinos, hein, en Gade, Deauville, à Lille aussi. Effectivement, encore des jeux de table, mais c'est vrai que ça a pris... Ça a pris le pas. Voilà, mais le meilleur sur les machines à sous, vous l'avez à table hein, quand même. Une machine à sous, t'avais à table. Ah, le meilleur, c'est lui. Ah ouais, jamais vu un mec, il est né le cul dans une bassine d'eau chaude, le mec. Jamais vu un mec qui pouvait gagner autant aux machines à sous. Lui. Thierry, un avis? Mais un avis, je vais te raconter une anecdote. Non, c'est pas ça. Si, je vais la raconter. Non, ne parle pas de ta femme, la pauvre, laisse-la tranquille. Elle va finir par croire que je suis joueur. Voilà. Écoute-moi bien. À Deauville une fois, la machine vient de donner le jackpot. Il ne le sait pas. Il s'installe, il y a quelqu'un à côté de lui qui dit mais elle vient de donner le jackpot, changer de truc. Il dit c'est pas grave, il a mis les pièces, elle a redonné le jackpot. Si toi t'as déjà vu ça dans ta carrière, moi j'ai jamais vu ça. J'ai 50 ans de banquette, j'ai jamais vu ça. Attention, en matière il est né le cul sur un cactus, le mec. Je te le dis. Mais c'est pas le seul gros gain, parce que au RMC Poker Show, il y a eu une autre anecdote. Sur une Attendez, si t'as écouté RMC, t'as vu ce qu'il a fait lui aussi. Ouais. Ah, excuse-moi, le mec avec 20 €, il ressort avec 5 000, j'en vois pas beaucoup. Et il vient pour voir le casino. Il espionne. Non, il a pas dit la vérité. Il espionne, il travaille. On regarde ce qui se passe. Il va chez le concurrent, le mec avec ses 20 balles au départ, il veut prendre un verre. Du coup, il a que 20 balles, il les met dans la machine, parce que ça s'est pas passé comme ça, parce que moi je la connais l'histoire. Bon, de la vraie histoire alors. Il a commencé par 700 € sur une machine, et après il a continué, il a pas arrêté. Au bout d'un moment, il le regardait, le mec, c'est quoi celui-là? C'est merveilleux, parce qu'il n'y a pas que nous qu'on avons, lui aussi, on a des choses comme ça. Toi, tu l'as entendu hier soir, mais elle est longue l'histoire en vérité. Pedro! Elle dure toute une nuit. Mais elle finit bien. Oui, Très, très bien, quand c'est très comme bien, ça, très c'est magique. Ouais. Pedro, comment t'as connu le poker, toi? Parce que Alors, t'en as moi, fait ton c'est- métier du poker. Oui, Et du exactement. sport. C'était un peu une histoire de grand-père aussi. Mon grand-père paternel que j'ai pas connu, j'ai appris après être devenu joueur pro de poker que il était parmi les premiers joueurs pro de poker, ça n'existait pas à l'époque, immigré italien. J'ai appris qu'un jour ma grand-mère a dit c'est le poker ou moi. Et donc il a heureusement pour moi choisi ma grand-mère. Et merde. Et donc il a arrêté le poker, je l'ai pas connu malheureusement. Et mon autre grand-père, quand j'étais petit, on jouait des allumettes et il m'a montré le poker, votre merde là, le poker fermé. J'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment trouvé ça sympa, mais bon,
J'y ai plus joué en grandissant, j'ai arrêté. J'ai joué à d'autres jeux de cartes, des jeux un peu plus geek, un peu plus de jeux de stratégie. Où tu as été très fort aussi? J'ai été dans le top 10 mondial, ouais, pendant quelques temps. J'ai été pro pendant 4 ans en tout. Et au bout de 4 ans, je jouais au poker en amateur et j'ai commencé à gagner quelques petits tournois. Et donc, je me suis dit, bon, je vais passer pro, je vais voir ce que ça donne. J'ai pris un associé dans mon école de salsa, parce que j'étais prof de salsa. C'est important quand on joue au poker. C'est le grand écart intellectuel. Quand tu danses la salsa sur la table, on est content. ça y fait, hein. Et donc, j'ai dit à mon associé, j'essaye de passer pro au poker. Et si ça marche pas, je reviens dans un an. Et si ça marche, l'école est à toi. Et par chance, j'avais gagné 2-3 gros tournois très vite. J'ai trouvé un sponsor. Donc lui, il est content parce qu'il a gagné une école. Voilà, et comme ça, tout a démarré. Et puis, quand j'étais team pro, on avait les frères Janet qui nous coachaient. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le monde professionnel du sport. Parce que moi, Frère Janet, qui on rappelle, était champion olympique, c'est ça? Champion olympique, ils ont beaucoup de médailles d'or en équipe et en individuel. Grand champion d'escrime, qui est malheureusement pas assez mis en avant, je trouve, comme sport. Et donc, ils n'ont pas, à mon avis, la réputation qu'ils méritent. Mais ce sont des grands champions et ils nous ont coachés. C'était très intéressant de faire le parallèle entre la compétitivité d'équipe, puisqu'on était une équipe, la partie individuelle du poker et la partie performance, le dépassement de soi. Ils disaient tout le temps, les frères Janet, un truc qui m'a marqué, c'est le poker, c'est le sport le plus violent qu'on peut faire assis. Ouais. Et je trouve que cette phrase, elle résume très bien la difficulté, le combat interne qu'on a quand on est joueur de poker. Moi, je sais que j'ai gagné plus régulièrement et plus d'argent que des joueurs qui étaient bien meilleurs que moi techniquement, parce que j'avais une meilleure, je pense, avec le recul, maîtrise de moi-même, gestion de bankroll. J'allais pas craquer, aller faire des shots trop chers pour moi, qui fait que les gars, eux, la moindre période de malchance, comme ils jouaient trop cher pour leur bankroll, ils devaient tout recommencer à zéro. Et à la fin, ils ont moins de gains de carrière que moi, alors qu'ils étaient probablement techniquement meilleurs. Donc il y a un vrai combat interne, je pense, qui fait le parallèle avec le sport dans le poker. T'es resté combien de temps pro? J'ai fait ça 4 ans. Après, j'ai monté ma boîte de consulting, qui était d'ailleurs pas du tout une boîte de consulting au départ, mais on a pivoté plein de fois. Donc j'ai fait 8 ans de joueur pro de cartes et 4 ans de joueur pro de poker. T'as dépassé le million, je crois que j'avais vu sur tes faits. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. En Déclaré 4 ou non ans, j'ai déclaré fait 700 000 euros. Ouais, j'avais vu ça, mais je crois que c'était presque auprès du million. Donc... Pas très loin. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est aux alentours des 700 000 en 4 ans. Et après, il y a le cash game, en plus, qui n'est pas comptabilisé. Mais pour le poker, c'est mieux. Parce que... C'est mieux. Et puis, il y a les gains en ligne aussi qui ne sont pas comptabilisés. Ouais, tant mieux, c'est mieux, parce qu'on a un vrai souci. Je vais revenir, avant que ça soit toi, sur ce que j'ai vu à Namur. On a parlé de la Belgique et de la France, et moi je suis un pur français, et j'ai un peu les boules par rapport au jeu. Quand tu vas chez eux en Belgique, t'es à Vegas, c'est-à-dire qu'ils ont tout compris, et nous c'est le gouvernement qui n'a pas compris. Ici, je fais un appel du pied, mais il est énorme. Tu vas là-bas, tu rentres dans le casino, à gauche, nous on aime ça, t'as déjà tous les jeux de sportifs en direct, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est là, ils te mettent tous les matchs de foot, et tu veux jouer sur ton match de foot, tes joueurs, ils mènent 1-0, tu veux jouer tu vas avoir le type, tu dis je veux le 1-1, je veux le 2-1, il te le fait de suite. À gauche, tu as le PMU. Tu rentres dedans, tu as ta carte, et là tu vas prendre tes points dans la seconde qui suit. Ils ont 10 ans d'avance sur nous. 10 ans d'avance. Toi, quand tu es joueur, c'est magique. C'est magique. Tu es là, alors qu'ici, il faut... en France, c'est un vrai problème, de toute façon, avec tous les jeux d'argent en général. C'est un souci, vrai que ce soit paris sportif, poker, jeux en ligne, c'est très compliqué. Mais de toute façon, tu as le problème en France surtout. Tu as le problème en France, si on rentre dans des débats un petit peu pointus, quel est le pays en Europe, je parlais de l'Europe, quel est le pays en Europe qui interdit la publicité sur les alcools? La France. Tu vas en Belgique, tu vois les marques de bière de partout. Tu vas en Allemagne, tu vois les marques de bière de partout. Tu vas en Angleterre, tu vois... Non, en France, non. On te dit, mais il y a la loi E20. C'est-à-dire qu'ici, le problème de la France est dirigé par tout un tas de, on va dire, entre guillemets, d'énarques, polytechniciens et tout, qui, la vraie vie, ils la connaissent pas, et qui te pondent des lois parce que ils sont dictés par la dictature des minorités. Donc à partir de là, tu es coincé dans un système, donc les jeux, vous êtes coincés dans ce système, dans le système que vient de dire Thierry, qui est vrai. Tu vas en Angleterre, c'est pareil. La culture anglaise, moi, je peux en parler, si tu me demandes à quoi j'ai joué toute ma vie, j'ai joué aux courses toute ma vie. Il y a pratiquement, peut-être, 20 jours par an où je joue pas aux courses. Tous les jours. Quand tu as le rhume. Non, mais tous les jours, je fais toujours un petit jeu. Je suis parti ce matin, j'avais un petit peu d'argent sur mon compte, j'ai joué. Je suis parti, j'ai joué. Voilà. C'est un truc, je joue.
Mais toute ma vie, j'ai souffert d'une chose. Je me suis retrouvé, moi j'ai eu des affaires à moi perso, je me suis retrouvé dans des très grosses sociétés, pour pas les nommer, comme ISL International et tout, où le matin j'achetais l'équipe et le turf, je planquais le turf. Je le planquais, je le cachais. Je voulais pas qu'on sache que j'ai le turf. Tu vas en Angleterre, le sport complet, le machin, les mecs, peuvent être présidents d'une multinationale, ils ont là, à 11h, il te dit la réunion, un quart d'heure de pause, il faut que j'aille chez mon... Il faut que je passe Chez deux mon coups de bookmaker. fil, il faut que j'aille chez mon bookmaker, j'ai des jeux à faire. En France, tu peux pas. En France, tout de suite, on te regarde avec des yeux comme ça, tu passes pour un délinquant, et c'est une culture. C'est une culture générale. Alors, je ne sais pas si ça va s'améliorer. Moi, je t'en parle depuis longtemps. Je ne pense pas que ça s'améliore. Par contre, on t'explique qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire cela. Mais l'État, par contre, sur les jeux bling bling, ils sont mieux placés que moi pour en savoir. Ils prennent. Tout ce qui est à vous est à moi, mais tout ce que vous voulez me prendre, je crie. Donc c'est exactement ça l'État, mais c'est pas l'État français, c'est le système français qui est comme ça, parce que ça soit la droite, la gauche, le centre, qui tu veux, la mise est toujours la même. Moi, jure, je fais partie des gens dans le foot, où je leur mets dans la gueule à chaque fois, je dis mais la loi est 20, vous allez arrêter, oui ou quoi? C'est 200 millions, 300 millions pour le football français de manque à gagner parce qu'il n'y a pas Heineken, il n'y a pas Carlsberg, il n'y a pas Kronenbourg, il n'y a pas ceci. Alors que dans tous les pays du monde, tu les as. Dans tous les pays européens déjà concurrents à nous, l'Italie, le Portugal et tout, tu as toutes les marques de bière. Au Portugal, c'était même une marque de bière qui est le sponsor du championnat. Donc, naturellement, c'est systématique. Mais en France, on te dit, même au rugby, on avait la Coupe d'Europe qui s'appelait la Heineken Cup. Mais tu sais pourquoi. La Jupiler League aussi. Voilà, tu sais pourquoi. C'est ça, exactement. Tu sais pourquoi pendant très longtemps, il n'y a pas eu la F1 en France. Oui, parce que le mec, avec Lexton, il a eu marre. Un jour, il a dit, vous me faites chier, il n'y a pas les cigarettes, il n'y a pas l'alcool et tout, allez vous faire foutre, allez, pas de F1 chez vous. Donc il a fallu pour retourner le truc, mais ils ont mis 10 ans, 12 ans, 14 ans. C'est un état d'esprit. Et le jeu est un truc, quand tu dis, lui c'est un joueur, oh là là, de toute façon, le mec, il a la peste. Ça n'existe plus, le choléra et la peste, mais c'est comme si tu l'avais, c'est pareil. On a le droit de pas être d'accord dans ton émission, Loïc. Hein. Ah, mais j'espère que vous ne serez pas d'accord. Je suis à moitié d'accord. En fait, effectivement, il y a... Non, moitié, c'est bon, on passe à autre chose. Non, je pense juste qu'il y a un juste milieu. On peut pas tomber dans un extrême ou dans un autre. On peut pas être complètement libertaire et laisser tout faire sans protection aucune. On peut pas tout cadrer non plus parce qu'évidemment, économiquement, c'est un vrai problème. Donc il y a des vrais sujets, beaucoup de boulot, des vrais débats à avoir. Et je pense que c'est une question très très complexe qui serait très très longue à répondre. De laquelle? Sur le jeu? Sur les publicités, sur l'alcool, sur les cigarettes, tout ça, c'est une question à mon avis très compliquée. J'ai pas dit les cigarettes, j'ai dit l'alcool. L'alcool. Et surtout la bière. Mais fait, il faut que tu oublies une chose. En France, tu produis le champagne, c'est-à-dire qu'à Reims, tu n'as pas le droit de dire le stade de Reims, le stade Champagne, t'as pas le droit. À Bordeaux, le nom Bordeaux, qui est quand même une ville, une couleur, un produit, t'as pas le droit de mettre les châteaux, t'as pas le droit de mettre les choses. Donc c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que tu veux bien encaisser tout ce qu'ils vendent, mais tu veux surtout pas qu'on déclare qu'on a ça. Donc pour moi, il y a une hypocrisie complète. Alors, je dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi, mais tu l'as en live. Voilà, tu l'as en live. C'est tout simplement la politique de l'interdiction pour se donner une certaine bonne image. Nous autres en Belgique, c'est vrai que le jeu est beaucoup plus légalisé. Mais par contre, il y a beaucoup plus d'interdits. La masse d'interdits par rapport au pourcentage de la population belge. En France, il y a 30 000 interdits pour 70 millions. 70 millions d'habitants. En Belgique, on a 400 000 interdits pour 11 millions d'habitants. Mais on a plus de jeux légalisés. Donc c'est tout simplement la loi on interdit pour se donner une bonne conscience. Et je pense que c'est pas une bonne solution. Pourquoi? Parce que ça permet justement de tout le clandestin. Oui. C'est tout simplement c'est ce qui favorise les books en France, on est bien d'accord. Tu vas en Belgique ou en Angleterre, pour citer ces deux-là, tu vas dans n'importe quelle ville, tu as 4, 5 bookmakers où tu peux y aller, ils sont officiels, on ne citera pas les noms. En Angleterre, tu en as presque une toutes les rues, je n'en rajoute pas. En Belgique, tu en trouves partout, en Allemagne, tu en trouves. Alors nous, ça favorise les mecs qui bookent. Guillaume, c'est à toi. Comment tu as rencontré le sport et le poker? Parce que tu es un grand passionné de poker aussi. Grand passionné de poker. Alors moi, il n'y a rien de familial dans la découverte du poker, contrairement à d'autres. Moi, je suis un enfant du boom du poker dans les années 2000. On parlait de 2006, 2007 avec Bruel à Canal, etc. Donc moi, j'ai découvert le poker à ce moment-là.
Et puis, plus précisément, c'était un dimanche soir, j'étais dans ma chambre sur mon ordinateur et... Et tu faisais quoi, dimanche? Non, il était encore assez tôt, donc il n'y a pas de souci. C'est pas à un ce niveau-là. samedi soir. Il y a un canal. Et non, puis il y a une pub Everest Poker pour pas citer qui passe et je me dis tiens, je vais installer le logiciel et on va bien voir comment ça se passe quoi. Et puis on joue une main, on joue deux mains, on dit ah c'est plutôt sympa. On gagne un peu d'argent, alors je jouais pas non plus des folies, hein, c'était juste vraiment pour découvrir. Et voilà, petit à petit, je me suis pris de passion. Alors, c'était vraiment que du online. Voilà, online, tout ce qui était cercle et tout, pour moi, c'était encore un peu vague et obscur. Et puis, voilà, je me suis fait comme ça. Et puis, je jouais des parties de temps à autre, parce que j'étais encore étudiant à ce moment-là, parce que j'avais à peine 18-20 ans. Quoi. Ouais, t'avais 17 ans, tu veux pas le dire. Non, parce que 2006... Et tu ne t'appelais pas Guillaume Filleul sur ton compte, c'est ça? Ouais, on la connaît l'histoire. On va pas tout dévoiler, mais voilà. Et puis c'est à ce moment-là. Et puis après, j'ai continué. J'ai essayé de rattraper mon retard, donc avec des livres, regarder justement sur Internet comment apprendre un peu des techniques, parce que effectivement, c'est pas juste toucher deux cartes, découvrir deux cartes, et puis voir ce qui se passe après, quoi. Donc j'ai essayé de développer un peu ce côté-là, en restant purement passionné plus que professionnel. Et puis voilà, depuis maintenant presque 15 ans, je me suis pris de passion pour ce jeu. Et puis ça m'a permis de faire quelques voyages et puis de bosser aussi en lien avec ça. Donc c'était assez cool. Et pour le sport, là, c'est un peu plus familial parce que bon, c'était avec mon père, effectivement, tous les samedis après-midi, presque... Mais t'as fait une émission sur le sport, toi. Je crois que c'était à 13h. Ouais, voilà. Moi, alors, depuis que sur CNews, je travaille sur CNews, donc on avait le week-end, on appelait 13h foot et 20h foot. Ouais, 13h. Donc, qui a été animé par Pascal Pro et Julien Pasquier. Donc, voilà, il m'arrivait donc régulièrement de participer. C'était à l'époque où les gens étaient contents de voir Pascal Pro? Non, mais les gens sont toujours contents de voir Pascal Pro, parce que les émissions marchent bien. Donc tant mieux pour lui, tant mieux pour nous, et pourvu que ça dure. Et puis on avait fait aussi des émissions pendant la Coupe du Monde 2018, où je crois que la France a éliminé la Belgique en demi-finale, comme ça. C'est pas beau, c'est pas beau. On peut le faire, mais c'est pas beau. Allez, on le fera une fois. Donc, C'est pas un petit pays comme nous. donc voilà, moi, depuis tout petit, le sport, voilà, c'est ma vraie passion. Foot, tennis... rugby, basket, le hand, cyclisme, Tour de France. Donc tout ça. Quand on est petit, on essaye de rentrer dans ce milieu. Alors on ne sait pas trop comment. Est-ce que c'est en étant professionnel ou pas? Le niveau foot était bon niveau, hein, peut-être moins bon que Gilles, mais pas suffisamment pour pousser les portes d'un club professionnel. Donc on essaie de trouver des voies de sortie. Puis moi je me suis orienté vers le journalisme sportif. Donc maintenant ça fait une quinzaine d'années que je suis dedans, que je suis très heureux dans ce On a tous rêvé d'être pro un jour. Voilà, c'est ça. Ah, ça tombe bien, j'en ai à la un. table, il y en a qu'un qui arrive. Ça tombe bien, on en a un. Non, on en avait un deuxième. Puisqu'il y avait aussi Pedro. On n'était pas pro à l'époque. Alors, Eric, c'est ça. Réactif. Est-ce que tu peux nous raconter justement le rugby, toi, comment t'es arrivé dedans, puis t'as juste réussi, champion de France, tout simplement? Oui, d'abord, moi, j'ai démarré par le foot. J'étais à Gennevilliers. Et puis, en fin de compte, c'est un instit de l'Ariège parce que le rugby s'est implanté. Alors, moi, je suis né en 59, donc c'était en 68. Le rugby s'est implanté par les profs de gym, par les instits, qui étaient tous mutés, Gurcy-le-Châtel, les écoles, l'EDF, les PTT, etc. Donc, c'est le Sud-Ouest qui a envahi progressivement les écoles, les universités et qui a implanté le rugby à Paris parce qu'il n'y avait pas de club. Donc moi, j'ai démarré par le foot à Gennevilliers pendant très longtemps, licencié. J'adorais ça. Et je préférais même le foot. Enfin, j'aimais autant les deux, on va dire. Puis on jouait à tous les sports en bas de la cité. Et puis donc, ces deux instits, Laszlo et Giria, ont créé cette école de rugby en 68, qui fonctionne toujours maintenant depuis. Et puis moi, j'ai suivi les copains, je variais d'un terrain à un autre, etc. Et puis après, je me suis engagé un peu plus dans le rugby, à partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et puis,
J'avais un copain, Rodolphe Modin, qui a fait 12 ans au CAB, capitaine de Brive, qui a joué en équipe de France, qui a fait la Coupe du Monde de 87. Seul joueur à avoir eu qu'une sélection, parce qu'à l'époque, il a été 25 fois remplaçant, mais tu rentrais pas. Et il a marqué 3 essais devant le Zimbabwe en Coupe du Monde en 87. Voilà. Et donc avec Rodolphe, on a été détecté. On a quitté Gennevilliers un peu dans la douleur quand on avait 15 ans, en cadet, en 75. Parce que c'était très familial à cette époque-là, enfin comme dans tous les clubs d'aujourd'hui, mais c'était une autre époque, les choses ont changé. Et on a basculé au Racing. Et du Racing, après, j'ai été champion de France junior avec lui, avec Laurent Pardo aussi, qui a joué en équipe de France. Puis on est monté avec une génération un peu, je dirais, universitaire. On était plus réactifs. Moi, j'étais prof de gym, je faisais des études à CAPES après le bac pour être prof de gym. Donc il y en a qui travaillaient, on glandait un peu dans nos études. On ne peut pas dire qu'on était tout le temps, mais on s'entraînait quand même beaucoup, enfin 3 fois par semaine, mais toujours seul, un peu individuellement. Puis on a eu cette équipe un peu déstructurée, mais du showbiz, entre guillemets, où on nous a appelés à partir de 87, puisqu'on a fait une finale en jouant avec des nœuds papillons roses. Et puis après, on a fait pas mal de trucs sur tous les terrains de France et on a été, je dirais, un peu médiatisé, même beaucoup, par Pierre Salvac, qui était la voix du rugby avec Albaladejo à l'époque. Il y avait un peu 2 pans dans le rugby, c'était l'époque ferracienne, gros par-dessus, barreau de chaise, cigare, on bouge pas trop le rugby, très conventionnel, foie gras, sud-ouest, le pinard, etc. Et nous, un peu décalés, qui arrivions un peu du cosmos, et où on faisait beaucoup de... On jouait avec des shorts, des longs shorts, on mettait de la musique dans les vestiaires, on sortait avec une panthère rose, c'était notre mascotte. Puis est arrivé Papa Rambord, Jean-Pierre Rive. Alors tout ça fait que le club après s'est structuré. Nos avants aussi sont devenus un peu plus performants que ce qu'ils n'étaient dans les années 80-84. On a commencé à partir de 85 à avoir une équipe qui tenait la route. Mais t'as l'impression que t'as popularisé un peu le rugby Enfin, avec ton équipe, justement, en étant comme ça? Oui, enfin... Oui, bah, il y a des bouquins qui ont été écrits, il y a des des journalistes qui ont suivi cette période-là, c'est sûr. On passait beaucoup à la télé, beaucoup d'écrits, de papiers. On avait quand même des internationaux dans l'équipe. Derrière, dans notre ligne d'attaque, on avait Lafont qui joue en équipe de France et Franck Ménel, mon beau-frère, qui est arrivé de Saint-Germain-en-Laye à 25 ans, qui était passé entre toutes les détections. 1 an après, il jouait ouvreur du 15 de France et 3 quarts centre derrière, et il a fait 56 sélections, 3 Coupes du Monde. Donc, on avait quand même des résultats, on allait gagner à Bayonne, on a joué avec des bérets basques. Donc, fallait imaginer ça à l'époque. C'était quand même, je dirais, très surprenant. Mais on forçait pas notre nature. En fin de compte, nous, on jouait comme on vivait. Mais après, ça a pris de l'ampleur. Et ça nourrit aussi les médias qui n'attendaient que ça aussi, d'avoir non pas une opposition, mais une autre façon de pratiquer, de voir le rugby, etc. Et comme on devenait bon et qu'on allait en demi-finale et en finale, d'où 87, la finale perdue contre Toulon, la finale gagnée contre Agen en 90. Et après, on a fait une demi en 91 aussi, avec un drop qui passe sous la barre. S'il y avait le VAR aujourd'hui, on serait en finale, on aurait pu défendre notre titre face à Bordeaux. Mais tu vois, à l'époque... Il n'y a pas le VAR en rugby encore. Si, le VAR a été le premier. Le VAR est arrivé avant le football, bien entendu. Depuis 15 ans, il y a le VAR. Après, il faut lui laisser le temps. Tu es pour le VAR dans le foot? Moi, toi? oui, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a polémique, il y a débat, mais on parle beaucoup du VAR qui ne règle pas les problèmes, mais moins de comme les trains qui arrivent à l'heure, 90%, le VAR, encore hier, a permis certaines choses. Alors, on peut débattre, mais de toute façon, quand il n'y avait pas le VAR, on débattait. Mais on s'apercevait. Et puis il y avait des vraies injustices pour le coup. Voilà, et pour le coup, il y en a toujours parfois avec le VAR, parce que parfois, il n'y a pas je dirais, les décisions entre tous les arbitres à travers l'interprétation du VAR n'est pas les mêmes. Donc, il faut une formation, il faut définir un protocole, où, quand, comment, et laisser le temps aussi aux arbitres de champ, plus la vidéo, d'avoir une communication qu'ils ont, par oreillette, etc., mais laisser le temps un peu d'appliquer les mêmes règles. Et là, ils doivent avoir des stages de formation et uniformiser un peu les décisions. Parce que c'est ça qui pose problème de temps en temps, d'un match à un autre. Dans une après-midi ou une soirée, on n'a pas les mêmes décisions pour, il nous semble, à peu près le même geste. Mais après, ça restera toujours à l'interprétation de l'arbitre. Parce qu'il y a le choc, ce qu'il ressent, lui, en direct. Il va voir ou pas les images quand le VAR lui fait signe qu'il y a peut-être besoin d'aller confirmer leur décision. Parfois, on dit il ne va pas voir l'écran.
Mais parce que en haut, il y a une confiance mutuelle, je dirais, qui s'installe entre ceux qui lui disent ne viens, pour nous, il n'y a rien. Donc il n'y va pas, c'est pas qu'il n'a pas envie de traverser le terrain et aller voir l'écran. C'est qu'il estime que c'est pas suffisant. En haut, on lui a dit que c'était pas suffisant. Et parfois, il peut demander, je vais quand même aller voir. Donc c'est vrai que de temps en temps, le public, les supporters comprennent pas trop. Après, moi, au niveau de l'émotion et tout, on peut ne pas partager, mais quand il y a un but, tout le monde lève. Et même ça, il y a une sorte d'excitation derrière diffusée, d'attendre voir. Ouais, comme au tennis avec le Hankai. S'il y a la deuxième excitation. Ouais, un peu. Et je vois le public qui, on me disait que tout le monde allait s'asseoir, s'éteindre. Pas du tout. Ça repart même sur une émotion ou une déception, un peu dans les deux camps. La nouvelle génération fait le signe du VAR dès l'âge de 12-13 ans. Alors, ce sont des codes pour nous, les anciens, qu'on comprend moins, qu'on accepte peut-être moins, parce que nous, on a parlé de la main de Vata, Maradona. Alors, c'est vrai que ça fait partie de notre... La main de Dieu. Non, mais de notre génération, d'en parler, de dire les injustices existaient, l'arbitre faisait partie du jeu comme le vent, la pluie. Mais aujourd'hui, avec la technologie, tu peux pas ne pas la donner à l'homme qui a le plus de responsabilités tout seul en bas, alors que nous, on a 18 caméras devant. Quand on est dans le stade, on a même des écrans maintenant portables. On peut tout revoir, entendre le match et le laisser un peu tout seul se noyer vu les enjeux économiques et financiers. Parce que moi, à chaque fois, je te répète, tous les gens qui regardent le match ont toute la technologie. J'entends, moi, ce qu'on me dit. Je t'ai dit tout à l'heure, je sais que je mourrai contre la vidéo, mais la vidéo restera alors que moi, je serai mort. Ça, je le sais. Et je sais que c'est une évolution. Le seul truc, il a mis le doigt dessus, c'est qu'on a un système où on est incapable d'éduquer les arbitres aux mêmes décisions. Ce que n'a pas le rugby. Le rugby, il t'explique une chose. Il y a une culture de rugby. Moi, je peux te dire ce qui m'agace dans le foot, dès qu'il y a une faute, il y a 6 mecs autour de l'arbitre, je supporte pas. C'est un truc que je supporte pas. Parce que d'abord, ils ne connaissent pas. Les joueurs de football professionnels ne connaissent pas le règlement. Il faut le savoir à 90%. C'est merveilleux d'entendre Gilles Savard dire ça. C'est merveilleux. Ce qui n'est pas le cas chez eux. Il y a des règles au rugby, ils les connaissent. Nous, ils ne les connaissent pas. Ils s'en foutent. Ils jouent au foot pour gagner de l'oseille. Ils ne jouent pas au foot pour l'essence du jeu. Tu as la moitié des gens dans le football à l'heure actuelle qui jouent au foot pour gagner de l'oseille. Donc, tu leur demandes la loi du hors-jeu. Tu serais surpris. Tu demandes à tous les joueurs la loi du hors-jeu, tu en as 1 sur 2 qui l'a connue. 1 sur 2, qui est la loi numéro 1, la loi 12, et la loi à apprendre par cœur. Ils ne savent pas. Hein. Je te le dis, ils ne savent pas. Je te surprends, ils ne savent pas. Donc, j'ai ce point de désaccord avec lui, on en rigole, mais je comprends très bien sa position. Moi, je suis plus le vieux con qui fait chier le monde, mais je même fais sur le chier terrain. en m'amusant. Même sur le terrain, parce que là, il dit comme ça. C'est un des premiers à râler sur le terrain, parce que là, moi, je ne l'ai pas connu. On a 25 ans d'écart. Mais sur le terrain, c'est un râleur. Non, mais ça faisait partie un peu des discussions. Enfin, c'est culturel. Je dirais les arbitres, c'était un ballon avec des hommes autour. Il y avait des discussions passionnées, enflammées, comme il y a aujourd'hui, mais différemment. Mais pour revenir sur le rugby Ferras, c'est le rugby professionnel en 95, la Coupe du Monde arrivant, c'est l'hémisphère sud qui a tout fait péter. C'est-à-dire que l'argent est arrivé en 95, la Coupe du Monde. Ferras, c'est jusqu'en 91. Il tenait du main de fer et il a eu raison de protéger notre sport de certaines dérives que l'on voyait déjà apparaître avec le foot. Donc, il était très raide. Et c'est ce qui nous a peut-être protégés aussi en voyant tous les mauvais exemples, entre guillemets, du football et nous de les éviter. Bien qu'aujourd'hui, on a des soucis avec des zéros en moins. Mais il y a eu des problèmes de cocaïne, de dopage, de sorties, de contrats, d'agents. Les Saracens viennent d'être expulsés du championnat anglais pour avoir, Ah bon? Oui, non, mais pour avoir payé des joueurs en offshore. Donc 35 points cette année, Saracens double champion d'Europe écarté. Mais tu vois ça, tu le verrais pas en France en football. Parce que moi, le rugby, quand même, ce qu'il a de bien, et j'adore le foot, c'est qu'il est capable de prendre des mesures radicales et faire des exemples et d'éliminer une équipe. Or l'Italie, j'ai tort de dire ça, on a éliminé l'UEFA, la FIFA, la Juve, etc., avec des enquêtes derrière. Mais par exemple, sur les arbitres qui sont touchés, en rugby, tu peux prendre 52 semaines. Tu fais des gestes anormaux, on ne touche pas à l'arbitre sur lui. Et là, il y a un cas avec ce jeune joueur, Jason Martin,
poussé ou pas, doit-il avoir 8 mois, mais comme c'est une valeur commerciale, il a acheté 15, 20, 30 millions, les arbitres, les présidents, les coups de téléphone, mais il faut savoir ce qu'on veut. Ou tu veux redonner un peu certaines valeurs que le foot portait. Moi, j'ai connu le football dans les années 60, 65, 70, enfin, ce que je te dis, les Beretta, tout ça, Carnus, Magnusson, ma première finale, je l'ai vue à Colombes de Coupe de France, mon voisin m'avait emmené, enfin, le père, c'était Bordeaux contre Marseille 2-0. 2-0, 2 buts de Joseph. Voilà, et il y avait Magnusson, il y avait Guéniche à gauche. Skoblar aussi, de mémoire. Giray jouait en face, il était très très jeune. Tout ça pour dire que le foot, les supporters se battaient pas, on sortait, on était dans un environnement très sain, très sain, et progressivement, j'ai vu que là, tu arrives, tu as 18 brigades autour du Parc des Princes, tu as des molosses, tu as des chiens, tu as des CRS, de temps en temps, tu as l'impression que c'est la guerre civile autour d'un stade. Alors, ça peut faire marrer, mais souvent, ceux qui parlent, ils sont protégés, sont les journalistes. J'ai rien contre eux, je suis dedans, je suis dans la kermesse du sport, je le décris, tu paies pas les places, tu es protégé, t'attends. Mais quand tu viens avec tes enfants, et t'emmènes, et que tu te fais ramasser, ou tu te fais assaisonner, ou tu dois te cacher sous une bagnole ou te protéger, c'est un fait sociétal. Il faut pas montrer que le foot, il y a aussi l'État, etc. On peut savoir qui fait quoi, mais à un moment donné, quand même, cette dérive populaire est devenue un peu très dangereuse. Alors que dans les années 60, 65, 70, en foot, les mecs se serraient la main quand tu vois les Giresse, moi j'ai cette génération en tête, ils étaient accessibles à la fin du match, tu discutais. Aujourd'hui, c'est cordon de sécurité, vidéo, enfin, t'as trois mecs qui. Ça s'est pas amélioré un petit peu pour le cas du Parc des Princes? Non, mais tu te dis. Ça va quand même mieux. Non, je stigmatise pas. Ouais. Je dis que sur le parc, je dis simplement que le foot est devenu. Et pourtant, ça nous obsède. La passion ne nous a pas lâchés et ça va continuer. Mais à un moment donné, il faut quand même rendre les gens raisonnables. Et que ça se termine pas par des morts, des affrontements, des barres de fer, etc. Parce que, je répète, le football, il n'y avait jamais ça. Il y a 50 ans, mais l'argent, le barnum, tout... Et les médias aussi, parce que... Oui, les médias font partie du jeu Ça s'est calmé, mais il y a 7-8 ans, quand on faisait un PSG-OM, c'était la guerre. Oui. L'équipe, c'était la guerre. Oui. Et commençait par ça, donc ça chauffait tout le monde. Les médias interposés, attaquaient, Alors, le truc de savoir, c'est est-ce que les médias le font ou est-ce que c'est un environnement autour du foot qui fait que ça dérive avec des supporters qui sont pas totalement supporters lorsqu'ils se donnent rendez-vous pour se battre. Alors là, c'est bien, c'est les questions qui fâchent. On passe à la seconde partie, les questions qui fâchent. Ça démarre par vous deux, finalement, Sébastien Thierry. Ça démarre par vous deux. La question qui fâche, pour vous, elle va être très simple. On est au Club Circus Paris. Et évidemment, il y a beaucoup de clubs qui sont arrivés. Il y en a même qui vont arriver. Alors la question, elle est simple. Comment on travaille quand on a autant de concurrents et est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Alors, c'était, on va dire, souvent une question qui est assez identique et qu'on nous pose souvent, qu'on nous demande exactement ce qu'on pense de la concurrence ou du marché sur Paris. Pour moi, elle est très simple. En tout cas, je suis très positif au niveau de la concurrence. Je pense qu'avoir plusieurs établissements, comme dans une rue, avoir plusieurs restaurants, on le remarque nous autres où on a maintenant 10 établissements de jeux, 10 casinos en France. Là où il y a de la concurrence, je vais par exemple parler de notre casino à Carnac. On vient de créer 2 nouveaux gros casinos à côté de notre casino. Mais on voit en fait que le produit brut des jeux de l'ensemble de ces casinos a évolué. Et donc, moi, bien entendu, je suis pour la concurrence. Je trouve que la concurrence est saine et justement, elle nous porte. Toi, c'est le monde attire le monde. Moi, je suis persuadé, certain. Puis bon, on est à Paris. Ouais. Paris n'est quand même pas une petite ville. Pas vraiment. Le grand Paris, on parle d'une dizaine de millions d'habitants. Quand je vois ce qu'il y a comme offre de jeux en Belgique, où on a 11 millions d'habitants, on est encore très loin au niveau de Paris, au niveau de l'offre de jeux. Et donc, fatalement, voilà, 7 clubs pour l'instant, un 8e qui va ouvrir dans pas longtemps. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Il n'y a pas tout le monde sur tous les créneaux. Donc voilà, nous autres, on s'est définis dans le sud-ouest. On s'est défini avec une marque qui était connue déjà, avec une synergie en Belgique. On s'est défini aussi un mid-game. On ne vise pas vraiment
que le petit joueur ou que le joueur moyen ou que le gros joueur. Voilà, on veut vraiment Très offrir familial. une offre de jeu voilà, générale. On est, voilà, peut-être un peu être exagéré, mais on n'est pas du tout prétentieux. On a la dérision, on va dire, à la belge. Et voilà, donc on essaye effectivement, comme tu le dis, d'être un club familial. Et donc on peut estimer, même si je sais que ce sera dans 2 ans, on pourra dire si on est en vitesse de croisière ou pas, on peut estimer effectivement qu'on a réussi notre entrée sur le marché parisien. Surtout qu'il y avait une vraie demande de jeux à Paris, parce qu'on pouvait jouer au poker presque partout en France, sauf à Paris. Voilà, C'est quand c'est ça. même une aberration. Donc, C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus. on ne pouvait plus, voilà. Donc c'était quand même assez dommage et regrettable. Et le fait qu'il y ait maintenant une vraie offre, chacun pourra choisir le cercle de jeux qu'il préfère. Et je pense que c'est bon pour tout le monde qu'il y ait une offre comme ça. Au moins, tout le monde peut jouer au poker quand il veut, où il veut. Et il y avait une vraie demande aussi de la part du bassin parisien, parce que voilà, c'est là où il y a une grosse population, donc forcément c'est là où il y a le plus nombreux joueurs de poker. Donc je pense que ça Voilà. fait qu'une bonne chose de toute façon. Il y a 2 choses, et effectivement, il y a une grosse population sur Paris, et Paris peut redevenir une destination poker. Voilà, Qui n'était plus depuis une un certain destination temps. voilà, touristique, ça peut relancer aussi un peu le tourisme à Paris. Justement, les gens peuvent dire je vais à Paris parce que je vais pouvoir jouer au poker, ce qu'ils ne pouvaient plus dire il y a encore jusqu'à il y a 5-6 mois. Quoi. Et du point de vue d'un ancien joueur pro, moi je sais que ce qui va m'intéresser, c'est les tournois plutôt deep stack, parce que je vais pas en faire souvent. Mais maintenant que c'est de nouveau légal à Paris, c'est évident que je vais y aller une fois de temps en temps. Et donc si la concurrence arrive à pas faire les mêmes tournois au même jour, ça va être très agréable de pouvoir aller d'un endroit à l'autre. Et ça fait grossir le gâteau en fait. Je pense que c'est très très positif la concurrence. C'est exactement ce que je me dis depuis longtemps, et j'espère que c'est comme ça que ça va fonctionner. Effectivement, on doit fournir une offre qui n'est pas identique, mais variable, et effectivement à des moments très variés. Thierry? Alors toi, sachant que tu as la particularité, c'est que tu as connu les 2 mondes. Tu as connu les cercles, et maintenant tu connais les clubs. Ouais, c'est vrai que c'est une particularité. Je voulais remercier ma maman d'ailleurs. Chaque fois elle apprend. Oui, on a connu les 2, c'est totalement différent. C'est une bonne époque les cercles. Il y avait un vrai laxisme au niveau jeu, on va pas se le mentir. On a tous passé des bons moments dans ces cercles, et puis maintenant c'est l'autre extrême, quand tout est carré. Si tombe un jeton de 0,50 par terre, tu vas le ramasser et le mettre aux orphelins, mais tu n'es pas habitué à ça, nous on le ramassait les jetons. Mais voilà, ça a vraiment changé. Et la concurrence, elle existera, bien sûr. On va tout faire pour conserver ce côté familial ici, qui avait un peu à Wagram d'ailleurs. C'est un petit peu la même éthique qu'on a retrouvé un peu avec ce groupe ardent. Et puis on a un tournoi en ce moment qui a un 550 € qui est tous les 15 jours et qui cartonne. Hier, on a fait 157 joueurs. Il plaît beaucoup. Et pourtant, il n'y a pas tellement de jetons, il y a 15 000, mais ça plaît beaucoup parce que les gens ils aiment aussi. Alors, c'est un peu compliqué le joueur de poker. Le joueur de poker, j'en suis un, est un râleur. De toute façon, il n'est jamais content. Si tu lui mets trop de jetons, ça va pas parce que c'est sur 2 jours. Si tu n'en mets pas assez, ça va pas. Il n'a pas de profondeur. Et puis, tu sais, tu es pro et on va revenir sur un truc qui est un petit peu comme le sport. Hein. Quand tu es en table finale et que ça s'est bien passé, le club, il est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est tellement sûr, ça. Les croupiers sont les plus beaux. Merci pour ton club. Et puis, quand tu as sauté à la bulle, le coca, il était pas froid. Ah, mais il n'y avait pas assez de jetons. Et puis, il y avait ceci. Et ça, c'est pareil dans le foot. Tu sais, tu vas au Parc des Princes, et puis tu vas voir le PSG, il gagne 2-0. C'était merveilleux, etc. Et puis, tu prends 2-0 par le club. Ta place, elle était pourrie. Il faisait froid. Et il n'y avait pas d'ambiance. C'était évident. C'est un petit peu ça. Dans nos métiers à nous, c'est compliqué parce qu'on vend du rêve. Et tu sais que quand tu fais un tournoi, tu as 200 joueurs et tu n'en as que 20 qui vont être payés. Donc, tu en as 180 qui vont être déçus. Je crois que c'était le baron de Pierre de Coubertin, puisqu'on est dans le sport, qui a dit « Seule la victoire est belle, parce que les autres places, tu auras toujours un regret. » Donc, bien sûr, quand tu gagnes, tu vas faire ta finale au Stade de France de foot ou de rugby et tu la gagnes, c'est l'euphorie, les 40 000 supporters sont là. Puis quand tu la perds, il faut refaire le retour. Moi, j'ai fait les déplacements, j'étais supporter du PSG. Je suis allé faire des déplacements. Quand tu fais les 300 km à l'aller, tu es euphorique, tu chantes. Puis quand tu as perdu 2-0, le retour. Mais c'est vrai que le rugby, pour revenir sur monsieur, avait plus cette ambiance faite, même quand tu perdais, qu'il n'avait pas le foot. Hormis cette génération que je n'ai pas connue où les RP du foot étaient aussi intéressantes que les RP du rugby. Le même poker, si... c'est encore plus violent puisque tu n'as pas de fête même quand tu gagnes. Je me C'est souviens ça, des interviews des gars qui finissent 3e c'est dégoûtés. très individualiste parce que tu es tout seul. Alors, et quand tu perds un coup, bon, moi, ça fait
bientôt malheureusement beaucoup d'années que je suis dans ce milieu. Depuis quand t'as pas gagné un coup, toi? Depuis que je te rencontre et qu'on fait des paris ensemble. Mais c'est vrai que t'es là et du coup j'en ai entendu 4 millions et t'as besoin d'aller dire à quelqu'un, putain j'avais 2 as, il avait 2 dames et il a touché la dame. Tu vas dire à qui? Même dans une grande compétition, on retire toujours le premier. Mais bien sûr. Toujours. Et puis t'as des gens qui sortent du chapeau que... À un moment, il y en a un qui marche sur l'eau. Bon, ben voilà, c'est celui-là, il gagne tous les tournois de partout où il va. Alors les gens, ils trichent, il y a ceci, parce que les histoires, dès qu'il y en a un qui gagne, c'est pas parce qu'il est bon, hein, mais c'est parce qu'il triche ou les croupiers sont. J'ai tout entendu, c'est la stupidité à l'état pur. Je veux dire que qu'est-ce que tu vas aller faire tricher un type pour faire gagner celui-là ou celui-là? Toi, tu t'es payé sur une taille, ce que tu veux, c'est que ça se passe bien. Et au contraire, on veut pas de ça. Cette époque, elle est finie. Tu as toujours des gens qui essaient de tricher dans les jeux traditionnels, plus au poker, mais en faisant des petites poussettes. Mais c'est fini cette époque, on n'est plus dans l'époque des types. Non, elle est résolue, il faut revenir avec. On n'est plus là-dessus. Nous, en tant que casinotier... Tu veux dire qu'elle a existé? Oui, je pense qu'elle a existé. Celui qui dirait que ça n'a pas existé, il est complètement... Moi, je sais pas, je suis pas assez vieux dans le jeu pour le savoir, mais... Gilles, t'as pris la parole. Oui. La question qui fâche pour toi, elle est simple. T'es resté combien d'années bras droit de Monsieur Claude Bell? 7 ans. 7 ans. La meilleure période des Girondins, pour être clair? Pour moi, oui. Oh bah, je pense que pour beaucoup de gens qui supportent les Girondins de Bordeaux, ce qui est mon cas, c'était une très très belle époque. Et puis, ça va très très bien, Bordeaux, depuis qu'on a été racheté. Alors, c'est quoi ton avis sur ce qui est en train de se passer à Bordeaux en ce moment, qui est quand même... Non, mais je vais prendre une généralité, après je reviendrai sur Bordeaux. Le problème du football à l'heure actuelle, c'est que tu as ce qu'on appelle, on fait des émissions ensemble, mais on n'a pas le temps de développer là-dessus, parce qu'on est toujours dans l'actu, on parle toujours de l'actu. Et ce qui me désole à l'heure actuelle dans le monde du football, c'est que les clubs te parlent de trading. Ils ont que ça en poche. Maintenant, les clubs, les joueurs, les sociétés, les mecs viennent dans le football pour faire du trading. C'est-à-dire, du moment qu'ils te parlent de trading, ils ne parlent plus de jeu. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du jeu, on ne parle que de trading. On achète des mecs pour les vendre. Mais le jeu, il existe. Si je tairai le nom, j'ai vu une équipe jouer il y a une petite semaine. Ils ont 3 attaquants identiques. C'est-à-dire c'est les 3 mêmes profils. Qui mettent pas un but. Ils mettent pas un but. Mais eux, ils achètent pour vendre. Mais ils mettent pas un but. Ils se sont pas posé la question que ces 3 mecs-là, si tu les alimentes pas d'une certaine façon, tu peux pas marquer un but. Donc ils sont dans cette logique-là qui vraiment, me faire peur, c'est pas le terme, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui peut me faire peur dans ma vie, mais c'est-à-dire qu'on est maintenant, et moi je suis un amoureux du jeu, moi j'adore le foot, j'adore le jeu, je peux discuter du jeu pendant des heures et des heures, contrairement à ce qu'on peut penser. Je sais si un tel peut jouer avec un tel, je sais si un tel peut jouer avec un tel, c'est un peu comme dans leur sport, tel centre peut jouer avec tel centre, tel demi de mêlée peut jouer avec tel ouvreur, et vice-versa, et lycée de Versailles. Mais à l'heure actuelle, on ne te parle que de trading. Donc à Bordeaux, il y a un fonds qui est venu, donc il faut quand même décorer le président d'M6, de Taverneau. Il a vendu 100 millions une coquille vide, parce qu'il a vendu 100 millions une coquille vide. Et les mecs, ils ont acheté 100 millions une coquille vide. Alors, plus cher que le PSG à l'époque. Hein. Oui, le PSG. Qu'est-ce que tu veux dire par coquille vide? Il n'y a rien. Ils ont acheté 100 millions, un truc où il n'y avait rien. Voilà. Il n'y a rien à l'intérieur. Et les mecs sont en train de t'acheter des joueurs, te vendre des joueurs. On sait qu'ils sont à moins 40 millions. C'est-à-dire qu'avant le 1er juillet, il faut qu'il y ait 40 millions qui rentrent dans les caisses. Sinon, ils ne passent pas à la BNCG. Et ils ne te parlent que de trading. Ils viennent d'acheter un joueur 10 millions au Stade de Reims qui s'appelle Houdin. Mais je vois pas pourquoi Alors ils te disent oui, mais on l'a acheté, mais on paye que sur l'exercice d'après. Oui, mais d'accord, mais si Houdin il te met 1,5 but, il vaut que dalle. S'il t'en met 6, ils vont le revendre tout de suite. Et tout est comme ça. Et ça me désole. Parce que les centres de formation ne servent plus à rien, puisque c'est pas la peine d'avoir des centres de formation. Il faut aller jusqu'au profond du profond. Comment Monaco peut avoir un centre de formation? C'est une bêtise. Ils ont 79 contrats professionnels. Mais arrête le centre de formation, il doit te coûter 10 millions à Monaco, tu l'arrêtes. Ça ne sert à rien, il n'y a pas un mec de la formation qui pourra jouer au-dessus. Puisqu'au-dessus, à chaque poste, tu as 5 mecs qui sont réputés plus chers que le mec qui vient de la formation. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc tout ça est en train, alors je pense que ça va se réguler, parce qu'il va y avoir 2-3 catastrophes, parce qu'il va y en avoir, 2-3 catastrophes. Comme on dit, on est dans le jeu, il y a une expression dans le jeu qui est extraordinaire, je la reprends dans le football, ils vont rater le trapèze. Il y en a qui vont rater le trapèze. Lille n'est pas passé loin. Lille n'est pas passé loin, font partie de ces gens-là. Bordeaux va en être.
Alors Bordeaux, ils ont acheté, alors c'est des fonds qui on ne sait pas trop, on a mis les Portugais, donc il y a la combine des Portugais, on sort les Portugais, on met des Espagnols là-bas, après on met les Espagnols, après demain ça sera des Hollandais, et ben ça sera des Hollandais, mais ça ne peut pas progresser, un club ne peut pas progresser comme ça. On peut faire des affaires dans le foot, on peut progresser dans le foot, mais il faut du temps, comme partout. On ne construit pas un club comme ça, en faisant comme ça, en mettant de l'argent. Alors ils ont eu le cul, alors je parle de Monaco, ils ont eu le cul d'avoir une très bonne génération à une époque où ils ont été champions devant le Paris Saint-Germain, où on a vécu une année extraordinaire, une équipe extraordinaire, il y avait des équipes extraordinaires, mais quand on regarde tous les joueurs qu'ils avaient à l'époque, ils sont tous dans les grands clubs. Hein. Il n'y en a pas un qui n'est pas dans un petit... Ils sont tous dans des grands clubs qu'ils ont très bien vendus et tout. Et ils ont cru que c'était auto-reverse, que tous les ans ils allaient faire la même chose. Mais ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, et on est là-dedans. Bordeaux, ce qui me fait peur, c'est que je vois ce qui est en train de se passer. Je vois que c'est un club qui n'a plus d'identité. Moi, de mon époque, Bèze, c'était un mec du Sud-Ouest. On mangeait le foie gras à la fin du repas. Je peux vous surprendre, je vais vous surprendre à tous. Quand tu allais dîner chez Bèze, le foie gras arrivait à la fin du repas. Pourquoi? Parce qu'il te disait, on boit le liquoreux comment? Pour boire du vin blanc. Voilà. Tu disais, on boit comment? Et tu passais pour un con, hein, je te le dis tout de suite. Quand tu disais le foie gras arrivait, c'était une mode d'abord. C'était une mode de foie gras qui arrivait. Fin du repas, tu te marrais, toi. La première fois, j'ai fait le malin. J'ai dit, ah, t'as oublié de le servir au début du repas. Je te dis pas la rafale que j'ai pris. Il m'a dit, tu comprends rien, toi de Paris et tout. Machin. Alors, je suis quand même bordelais, pas de naissance, mais mes grands-parents, mon père sont tous bordelais. Hein. Donc j'en ai pris plein ma gueule, j'ai compris une fois. La coup d'après, j'ai compris. Le mec, il disait, tu bois le sauterne quand? Bah, tu le bois à la fin du repas, le sauterne. C'est vrai que tu ne le bois pas en début de repas. Donc lui, il mettait le foie gras, un truc. Donc c'était une identité. Il écrivait au président de la Ligue nationale à l'époque, il lui écrivait « Votre lointain vassal de l'Aquitaine ». Il écrivait comme ça. C'est votre lointain vassal de l'Aquitaine qui vous écrit. C'est pour te dire dans quel état d'esprit il était. Et il était très copain avec les mecs de Bègle, avec les Mogas. Très copains. Ils allaient voir les trois, ils allaient voir Chaban. À l'époque, c'était pas comme maintenant. Ils disaient, mais il faut que Bègle ils ont une équipe compétitive, il faut leur donner ça, l'autre, il faut leur donner ça. Ça arrangeait entre eux. Hein. Il y avait Orthez à l'époque de basket, le mec était là tous les matchs. C'était une identité régionale. Alors après, il y a eu les excès, il y a tout ce que tu veux, on peut en parler 120 ans, et je veux bien, mais je suis désolé, l'époque Claude Bèze, le meilleur joueur emblématique des Girondins de Bordeaux s'appelle Alain Giresse, alors que Zidane a joué aux Girondins de Bordeaux. Vrai ou faux? C'est vrai, voilà. c'est vrai. Alors que Zidane a joué aux Girondins de Bordeaux, mais le joueur emblématique des Girondins de Bordeaux, c'est Alain Giresse. Ils sont pas capables de le prendre comme ambassadeur, les abrutis là qui sont là? Bah non. Bah non. Moi, tu me mets à la tête des Girondins, la première chose que je fais, tu viens ici, t'es ambassadeur, mets-toi là, t'as besoin de quoi, tu fais machin, j'ai besoin de toi. Parce que quand tu vas à Bacalan ou à Codéran ou où tu veux, aux Girondins de Bordeaux, et que tu as envie de faire signer un môme qui a 12 ans, 13 ans, 14 ans dans ton club, il vaut mieux qu'il y aille avec Alain Giresse, hein, parce que le père, il l'a connu. Hein. C'est aussi simple que ça, c'est un peu, il faut un petit peu sortir. C'est-à-dire que si le mec, il s'appelle Ducon Lajoie, qu'il y va et qu'il dit, moi, j'ai tous les diplômes pour faire la formation et tout, le père, il n'a rien à foutre, tu vas aller à Nantes, tu vas aller à Rennes, tu vas aller où tu veux. Qui sait mieux vendre de produits. Non, mais voilà le truc. Et ça, moi, je suis désolé, c'est une désolation, j'en parle jamais. Il est bien placé pour le savoir. Personne ne sait, au sein de la table, quand je fais l'équipe du soir, que vraiment, ça me fait. Je regarde les résultats, je dis rien, j'ai une boule, et je ferme ma gueule et je dis rien. Mais s'il y a bien un truc qui m'emmerde, c'est de voir l'état des Girondins de Bordeaux. Non, mais c'était une époque où les gens, enfin des présidents, des joueurs incarnaient une ville, une région. Tu avais moins de mouvements de joueurs. Après, l'arrêt Bosman 95 a ouvert toutes les... Et là, tu avais plein d'équipes qui avaient que des étrangers, plus un joueur français, enfin un joueur de la nationalité du pays qui jouait. Et après, l'argent est rentré partout et a fait exploser. Et donc, aujourd'hui, tu parles de foot, il y a le terrain, le jeu, ce qui nous intéresse, mais tu es obligé aujourd'hui de suivre les à côté financiers, les transferts, les trucs, les affaires, plus les réseaux sociaux, plus ceci. Tu es dans un nouveau monde. Le monde dont on parle, Gilles, qu'on a connu, n'existe plus aujourd'hui. Tu as encore peut-être des présidents qui incarnent, mais à un moment donné, ils vont passer la main. Même en rugby, ils vont vendre. Suite à des problèmes, à une usure, Boudjela est parti, Max Wazzini est parti, un jour Altrad partira, etc. Fabre partira. Et donc, tu le vois avec les actionnaires qui changent, beaucoup.
Alors ça apporte quand même, ça fait gonfler, je dirais, le panier, parce que les Qataris sont venus, même si c'est un État, tu peux pas lutter contre eux. Ils sont régulés par l'UEFA, la FIFA, qui les a autorisés à rentrer pendant 3 ans, mais qui les met maintenant, suite à la pression des grands clubs aussi, qui ont eu peur. Mais ils en ont besoin, les grands clubs. Ils ont besoin d'un Paris Saint-Germain fort. La Ligue 1 a besoin d'un Paris. Qui remplit les stades? Qui fait augmenter les droits télé? Ça veut dire, c'est plein. c'est ce qu'on disait, c'est que tu suis un chalutier, derrière, tu as de quoi manger. Tu vois, les C'est ça, sardines, c'est ils tombent, exactement ça, ouais. et tous les petits ont besoin des grandes locomotives. Après, il faut simplement que, quand la part du gâteau est redistribuée, et elle doit aller aussi sur ceux qui font économiquement le football, quoi. Mais sans oublier le reste derrière, et qu'il n'y ait pas un jour une scission totale. Ça veut dire que les plus gros se mettent ensemble, et là, c'est la mort potentielle des championnats nationaux. Mais là, l'État et l'Europe fait très attention. Il y a eu des tentatives, un peu de réunion de G7, Ouais. G14, Agnelli, mais là, il ferait exploser le championnat national, ça serait une catastrophe. Que là, tu Tous les joues- championnats nationaux, mais ils font tout exploser, bah là, d'ailleurs. c'est comme si, je sais pas, tu joues au poker qu'avec des grandes tables. Ouais. Alors, tu mets que des milliardaires et t'arrêtes, alors que à la base, C'est les petits c'est qui font tout le vivre, monde quoi. doit Tout le jouer. monde veut Tout le jouer. monde peut ou a envie un jour d'y jouer. Eric, tu prends la parole. La question qui fâche. Moi, j'ai commencé, mon premier souvenir moi, de rugby, c'est 99, la demi-finale contre les All Blacks. Ouais. Jusqu'en 2011, avec cette espèce de finale un peu improbable, le rugby français va plutôt bien. Le top 14, les revenus augmentent, l'image positive du rugby augmente. Et là, ça fait presque 10 ans qu'en équipe nationale, évidemment, ça se passe pas bien. Ça fait 8 ans, on va dire, ça se passe pas bien. Comment t'expliques ces 8 années de traversée du désert? Et est-ce que le rugby français national peut s'en relever? Ben, alors en 2011, c'est la finale qui cache un peu tous les problèmes du rugby, parce que d'abord, on va quand même en finale. On est la seule équipe au monde qui a perdu 2 matchs en poule. On perd devant les Blacks qu'on avait en poule, qu'on retrouve en finale, mais on perd devant le Tonga. Il faut savoir que c'est jamais arrivé qu'une équipe puisse sortir des poules, accéder en quart, et là en finale, on perd dans 2 matchs, déjà. Donc on était en grosse difficulté. Les soucis relationnels à la fin, avec Lièvremont, entre les joueurs et Lièvremont. Donc on a su aller en finale, malgré, je dirais, tous ces problèmes. Donc, je veux dire que quoi, c'est les joueurs qui se sont auto-gérés comme en Bah, 2006 oui, au foot, quoi? En 2011, oui, mais Lièvremont, pour moi, est un très bon mec, un très bon entraîneur. C'est un mec intelligent. Mais là, usure où il avait fait des choix d'hommes, tension, il était exigeant, il y a eu des problèmes relationnels. Lui, s'est légèrement écarté. Il était toujours entraîneur. Il y avait Quesada qui était aux affaires, il était avec Mtamak aussi, mais il a pris du recul, il y a eu friction, ils sont allés en finale. Après, tout ça pour dire qu'après 2011, on a ouvert les clubs pour faire augmenter les droits télé. On fait rentrer énormément, je dirais, d'étrangers. Ouais. Quand tu vois, par exemple, la période triple championne d'Europe, 13, 14, 15 de Toulon, et champion de France en plus en 2014. Bah, ceux qui faisaient gagner l'équipe, c'était les 5 monstres. C'était Botta, c'était Wilkinson, Matt Guito, t'avais Habana, et t'avais Les mercenaires, quoi. Smith. Pas des mercenaires, mais des joueurs hyper forts, champions du monde avec un CV, qui entourait 10 joueurs français, voire même pas, 7 ou 8. Il y avait 7 étrangers, 7 français, et c'est eux qui amenaient les titres. Alors d'un côté, ça affaiblit l'équipe de France à certains postes. De l'autre côté, le top 14, lui, Il n'a jamais été aussi fort. n'a jamais été aussi fort, a permis, je dirais, d'augmenter les droits télé, de s'organiser, de faire venir des gens, au détriment un peu de l'équipe de France. Entre-temps, quand même, 2011-2015 a eu l'ère Saint-André. On a cru, alors qu'on était très loin au niveau athlétique physique, qu'on s'en rattraperait en 3 mois. On s'est fait étrier 62 points devant les Blacks à Cardiff, en Coupe du Monde. Et après, il y a eu les 2 ans où là, la fédération, Camus, Serge Blanco ont essayé de reprendre ce qui était en train de s'effriter totalement, n'arrivaient pas à lutter et à l'ancienne, ils ont cru et ils ont mis Noves. Noves est arrivé peut-être 2 ans trop tard par rapport à son passé. Rugbystiquement, il n'y a rien à dire sur lui, mais il y a des moments où peut-être il est arrivé en retard, mais il était trop bien au Stade Toulousain pendant 20 ans. On le prend, puis après il y a le changement avec Laporte qui arrive, qui sort Camus de la présidence, qui n'aime pas Noves, qui sort Noves
Alors sur le fond, tu peux dire il n'y a pas de résultat, pourquoi pas, mais sur la forme, inadmissible. Ouais. Et il met Brunel son pote parce que personne ne pouvait reprendre l'équipe de France et tous les entraîneurs étaient pris dans les clubs. Pour terminer, avec 2 ans de Brunel et on l'accompagne du futur entraîneur et de son équipe, Galtier, etc. Donc il y a eu Et Galtier, t'y crois pour, Oui, mais Galtier n'est pas un homme providentiel, sauf qu'il a bien observé, il n'est pas con, il a 50 ans, il a été adjoint de l'Argentine, entraîné à Montpellier, entraîné au Stade français, il a eu des résultats, il s'est entouré de mecs de 40-45 ans. Donc, il a pris un préparateur physique très moderne, Giroud, qui remet tout en cause sur la préparation athlétique des joueurs. Il a fait venir Guézal pour la touche, Servat et avant, Labitte derrière. Il a fait venir aussi, je dirais, un préparateur physique, Giroud, j'ai dit. Et il a une équipe tout autour. Il sait où il va, il a une vision. Il a un cadre. Et aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas aller plus bas, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si on va plus bas, on va trouver du pétrole. Guillaume Et là, je pense qu'on a une génération et surtout des joueurs français qui commencent à revenir en équipe de France et déjà qui rejouent en top 14 parce qu'il y a eu, et je terminerai là-dessus, un changement fondamental. Ça a été un accord des GIF, ces jeunes issus de la formation française, où il en faut 15 sur la feuille de match sur les 23, 16, 17, 18, puis les années. Chaque année, on augmente. Donc ça oblige les clubs français à un moment donné à regarder ce qui se passe chez les jeunes en Pro D2. Certains vont faire même 2 ans, 3 ans en Pro D2 pour revenir en top 14. Le meilleur exemple, c'est Boutier l'arrière. Il y a 5 ans, il était maçon. Il est à Vannes. Béziers le garde pas, il est à Vannes. Il fait un très bon, il signe à Montpellier, il est en équipe de France, il a 25 ans ou 26 ans dans ces eaux-là. Et tu vois, c'est le type de joueur qui... On aurait perdu il y a 10 ans, Non, mais s'il y avait Abana, Drew Mitchell et pas les GIF, c'est un club, le président ou l'entraîneur préfère se barricader parce qu'il faut savoir aussi que les entraîneurs, ils gagnent énormément d'argent. Ouais. Et ils sont plus là à prendre de moindres risques. Et quand le président a de l'argent, il dit on va prendre un tel. Alors tu as 3 joueurs, 4 joueurs, comme un peu au foot. Ça sert parfois à rien. Les mecs font 6-7 matchs, mais on prend pas de risque. Ils prennent pas de risque et puis ils pensent aussi à leur futur, hein, parce que s'il n'y a pas de résultat, ils peuvent être débarqués. Hein. Bien sûr. Donc à un moment donné, voilà. Et là, on a assaini un peu, à mon avis, le paysage grâce à des relations plus fluides entre la Ligue et la FFR. Guillaume, c'est surtout que contrairement à ses prédécesseurs, il a moins d'obligations de résultats tout de suite maintenant, parce qu'on lui a fixé la Coupe du Monde dans 4 ans, qui donc aura lieu en France. Et du coup, Par contre, la pression n'est pas petite, quoi. C'est en France. Non, quoi. ouais, mais il a 4 ans. Et on s'est loupé la dernière fois. Il a 4 ans pour se préparer, alors que tous les autres. La pression, ça fait 10 ans qu'on est à la rue. Non, mais bien sûr. Non, mais Non, mais les autres, on leur a demandé des résultats tout de suite maintenant. Il fallait relever le 15 de France, il fallait qu'ils redeviennent le grand stade de France, le 15 de France de l'époque et tout. Il y avait quand même un peu les médias aussi. Oui, mais là, on a compris que le 15 de France était moins bon, qui était retombé très bas, donc on leur a dit. Maintenant, on va reconstruire pierre par pierre jusqu'à cette Coupe du Monde en 2023. On a une génération quand même, très, très jeune génération qui est championne du monde dans les différentes catégories. 2 ans de suite. 2 ans de suite. Donc, on a ce qu'il faut pour construire. Maintenant, on a Galtier pour construire. Il a 4 ans. Maintenant, c'est sûr que si dans 4 ans, ça se passe mal, on aura peut-être une vision différente. Après, il n'y a pas que la vision, parce qu'en 4 ans, on peut évaluer. On parlait de résultats aujourd'hui, mais moi, j'ai une approche différente du sport. Bien sûr que quand tu es compétiteur, mais tu sais que tu vas plus souvent perdre que gagner, puisqu'on ne va pas mettre, je dirais, à la pyramide que le premier. Quand Nadal, Federer, Djokovic, tu ne peux pas dire que les mecs ne travaillent pas, sont nuls, ne sont pas bons. Ils partagent les titres. Donc, moi, j'attends de voir, c'est un changement, et c'est ce qui se passe visuellement déjà, sur le fond de jeu, le jeu, quel jeu, avec quel joueur, un jeu moderne, déplacement, course, combat, vitesse, etc., que l'hémisphère sud et même l'Angleterre nous proposait. Nous, on était sur un rugby un peu préhistorique. Donc, moi, j'espère pour eux qu'ils seront champions du monde, mais j'ai passé l'âge de me dire ça n'a pas changé ma vie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est durant les 4 ans, quand je m'assois, je vois le jeu qui me plaît, je vois des choses qui me plaisent, des actions qui me font qui me donnent de l'émotion, du plaisir, et je me dis, ils sont en train de travailler le rugby de demain. Mais est-ce que ce rugby de demain, même s'il est hyper sophistiqué et t'emmènera à être champion du monde, c'est pas une obligation. Mais au moins pendant 4 ans, tu t'es fait plaisir, tu as travaillé, tu as dit, tu fais.
ça t'amène à un résultat. Et de toute façon, si tu joues bien, tu as plus de chances quand même de gagner. Mais c'est pas une obligation, parce qu'en bas, s'ils avancent pas, ils reculent pas. Hein. C'est-à-dire que moi, je regarde le Super 15, là, des mômes de 19-20 ans, j'en vois autant là dans les Chiefs, Hurricane, ça a redémarré, hein, les franchises du Sud, et il y a que des gosses de 20-21 ans. Et quand je les compare visuellement à ceux de l'équipe de France, c'est monstrueux ce qui arrive aussi. Donc, le haut niveau, tu n'as pas de certitude. Tu as des convictions, tu dois tracer ta ligne, mais tu dois fédérer, emmener, partager, être interactif avec les joueurs qui s'approprient le jeu, sont des mots, mais après, plus la vie en commun, créer des liens, enfin c'est tout. Et après, Inch'Allah, quoi. Enfin, tu vois, mais tu peux pas rentrer sur un terrain en étant sûr que c'est impossible. D'ailleurs, tu t'es fait plaisir avec France-Angleterre, alors. Oui, mais moi, mais même devant l'Italie, la première mi-temps a été accomplie. Et comme je disais, le jeu de l'équipe de France en ce moment, mais ils sont jeunes, c'est comme la culotte d'une stripteaseuse, ça monte, ça descend. Tu as une première mi-temps qui est très bien. Non, mais j'ai dit, tu as une première mi-temps accomplie, et la deuxième, c'était une bouillie de rugby. On est passé au travers. Je suis obligé de te couper, parce que sinon on va parler des heures. Pedro, toi qui as monté maintenant, tu n'es plus joueur de poker professionnel, tu as arrêté ta carrière. Tu as une première boîte, maintenant tu as une nouvelle boîte qui s'appelle Citizen Consulting, c'est ça où entre autres tu travailles pour les entreprises pour développer leur management, le conseil en entreprise aussi, c'est ça? Oui, la stratégie d'entreprise, et ça fait vraiment écho à ce que tu viens de dire sur on n'a pas de certitude, on n'a que des convictions, il faut se tenir à ce qu'on a décidé, on y va, on s'adapte en fonction des nouvelles décisions, et il y a un gros parallèle à faire, c'est très proche. Justement, question, toi qui as si bien géré ta carrière de joueur de poker, quand je dis si bien, c'est que tu es parti avec de l'argent. T'es parti sans dette, t'es parti sans devoir, je sais pas combien, etc. Pourquoi tu as mieux géré ta carrière que les autres? Ou autre question, mais qui veut dire la même chose. Pourquoi le joueur de poker pro, il a toujours énormément de mal la plupart du temps à gérer sa carrière? Il y a plein de raisons, et en plus, c'est pas vraiment une généralité. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui sont comme moi, en gestionnaire, bon père de famille, pas trop fou. Enfin, si on me compare à des gens... qui ont un parcours plus classique, qui ont fait des études, je suis taré. Mais comparé aux joueurs de poker, je suis très sage et très calme. Et je pense que je suis pas le seul. Et non, puis... Il n'y en a pas beaucoup comme toi. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais... Ah, t'es d'accord avec moi? Il y en a peu. peu. Comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais il faut moi, je sais de quoi vous parlez, mais il faut vous expliquer de quoi vous parlez. Parce que c'est bien beau de dire ça. Il faut dire que les joueurs de poker qui gagnent énormément d'argent, la première des choses qu'ils font quand ils arrêtent de jouer au poker, c'est d'aller jouer au casino, ou d'aller faire autre chose, ou d'aller jouer des trucs, et de rejouer ce qu'ils ont gagné. Le gain qu'ils ont gagné, d'aller le repère d'ailleurs. Ils le multiplient en deux par les pertes. Il faut l'expliquer. Ça, c'est le premier de l'histoire, c'est Stu Hungart qui a fait ça et qui... C'est l'explication rationnelle du joueur, du vrai joueur. Et c'est là où... je t'ai coupé la parole, excuse-moi. C'est là où on revient sur l'histoire des joueurs, dont je fais partie, parce que je suis un vrai joueur. Et on met toujours notre vie en balance, on surfe constamment sur une feuille sur une lame de rasoir, parce que sinon, notre vie n'a pas de sens, n'a pas de saveur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'argent, ben, ça ne nous suffit pas. C'est pas l'argent qu'on veut. C'est le shoot d'aller dans l'adrénaline. C'est pas le problème. Le fait même d'avoir des... Moi, j'en ai pris des grosses défaites où tu rentres, t'as mal de tête, tu dors mal, tes machins, tes trucs. Mais, comme on dit communément, jour de perte, veille de gain. Donc, c'est un truc, 48 heures après, on est reboosté. Quels sont, voilà, tiens, c'est un truc, c'est une analyse psychologique qu'on ne discute pas. Quels sont les mecs dans le monde psychologique et humain, quels sont les mecs les plus malins, les plus prolifiques quand ils n'ont pas d'argent pour trouver de l'argent? La réponse est un joueur qui n'a pas d'argent. Il arrivera toujours. Et le mec le plus intelligent, le plus malin, il a raison à 100 000% le plus retors pour trouver de l'argent. C'est un mec, ils ont une créativité hors du commun, dont on connaît les plus belles histoires. Ils sont capables de te vendre n'importe quoi. Ils sont capables de te vendre un cheval qui n'a pas de pattes. Ils sont capables de te vendre une voiture qui n'a pas de roue. Mais ça, c'est les mythes. Parce que tu as des films, tu peux terminer dans le coffre d'une bagnole avec 3 balles dans le dos aussi. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais c'est ça, le joueur. La définition du joueur, c'est ça. C'est pas le gain. Il peut avoir autant d'argent qu'il veut. Le mec, il veut de l'émotion. Moi, le premier film que j'ai vu sur le poker, le Kid de Cincinnati. C'est exceptionnel. Et puis, j'ai adoré aussi Las Vegas 21.
C'est bon ça. Ouais, bien sûr, très beau film. Histoire vraie, Voilà. quasiment vraie. Mais Pedro, Et alors oui, parce que pour finir, comment toi t'as... Moi, je le connais bien, je l'ai suivi, Pedro, donc je peux en parler. Il est cartésien. Il va rester dans ses limites. Il a dit déjà tout à l'heure. Il va pas aller faire des 2000 s'il est sur un 500. Mais il se trompe. C'est peu de joueurs comme ça. Moi, je les analyse bien. C'est mon métier. J'adore le jeu. Et des comme lui, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas lui faire le cadeau parce que c'est la réalité. Mais et j'en ai vu beaucoup se brûler les ailes. Hein. Comme il dit, il y en a beaucoup qui se brûlent les ailes. Je pense qu'il y a une autre raison aussi pour laquelle c'est compliqué pour certains joueurs. C'est aussi, il y a plein de joueurs qui ont commencé sur Internet quand ils avaient 18 ans, ou moins avec l'identité et la carte bleue de papa. Et Guillaume. ils se sont cramés les ailes, incroyable, parce que quand tu as gagné, on prend l'exemple de mon copain Antoine Saoud, qui a gagné le 3e au main event à Vegas, qui a gagné une beaucoup trop grosse somme d'argent, Combien 3 millions à l'époque, je crois, de dollars, D'un coup. qui se retrouve à deux doigts en ayant perdu 2,80-20 pour gagner le tournoi, donc vraiment en plus pas de chance. Donc là, c'est être champion du monde et prendre 10 millions. Voilà, donc avec autant de réussite, d'argent, de succès aussi jeune, et je connais beaucoup d'amis aussi scandinaves qui ont eu le même parcours mais online, beaucoup moins médiatisé. Quand il t'arrive autant de succès alors que t'as pas encore vécu l'entrepreneuriat, que t'as pas encore vécu la vie adulte, et que t'es encore dans les soirées le samedi soir, les fêtes et pas trop de responsabilités, rien du tout, c'est une malédiction en fait, vraiment une malédiction. Moi j'ai eu la chance d'avoir eu une école de salsa avant, d'avoir joué à très haut niveau dans un autre jeu de cartes avant, ce qui fait que quand le succès m'est arrivé, un peu par hasard, parce que tu peux bad run au début, galérer et après revenir et finir par gagner. Moi, j'ai eu la chance de commencer par gagner, donc ça a beaucoup facilité ma vie, c'est vraiment du hasard. Si j'avais pas eu cette expérience professionnelle avant, j'aurais été, mais comme tout le monde, les soirées champagne à 15 000, je les aurais fait exactement avec 20 000 euros sur le compte. J'aurais pas échappé, je suis pas plus malin que les autres, je suis pas plus sage. J'ai juste eu cette chance d'avoir eu cette expérience professionnelle avant de me mettre au poker, et moi j'ai commencé à gagner, commencé à travailler à 18 et gagner à 24. Et il y en a, ils font l'inverse, ils gagnent à 18, ils travaillent à 24. Et eux, ils sont de 18 à 24, tout cramé, tout perdu. Ils ont gagné énormément d'argent. Endettés, machin, en gagné beaucoup. Moi, je vais vous parler de mon cas. Dans les années 87-88, il y avait des très grosses parties de poker à Paris. Tu as entendu parler. Où il y avait à l'époque 1,5 million, 2 millions de francs d'écart de cash game. Je travaillais, je peux vous dire, je finissais au Girondin de Bordeaux et je commençais à travailler pour ISL International, que lui a bien connu. Et je passais des nuits, donc je finissais à 2h du matin, nous on jouait, il y avait le Baron Montin, il y avait Yves Montand, il y avait non, Christophe, c'était une autre partie, je jouais pas aussi cher. Il y avait des mecs dont je tairai le nom parce qu'ils sont encore en vie et je suis pas là pour... Mais qu'on connaît. Qui font partie des plus gros joueurs français, européens. Bon. J'ai passé des trucs, j'ai passé une soirée, j'avais gagné 150 bars. Je rentrais à 2h30 du matin, chez moi j'avais gagné 1,5 million. Gagné, payé, hein, je peux vous dire, c'était rubis sur longue semaine. J'arrivais au boulot le matin, il y avait un mec qui me faisait chier pour 15 000. Là, je dis, va te faire foutre. Mais oui, c'est un dégât. Ça va, 15 000, j'en ai à foutre de tes 15 000, dégage. Ce qui était quand même une connerie de ma part. Mais c'est ça, on l'a vécu, je l'ai vécu, c'est un truc qui est... C'est les joueurs. Et pour moi, sur ce que tu dis, c'est sans agression de ma part, ni rien, t'es pas un joueur. Et si tu as réussi... Pas la même définition que toi du joueur. Et si tu as réussi, c'est que tu n'es pas un joueur. Un joueur. Il perd. On a une expression, nous, qui est une expression qui vient des courses, dont je tairai le nom du mec. Les mecs, il y avait un mec qui disait, je l'ai vu arriver, il était milliardaire, il est devenu millionnaire. Millionnaire, il est devenu raidard, il est tubeur maintenant. Quand tu es dans le milieu des courses, que tu sais ce que c'est qu'être tubeur, c'est extraordinaire comme truc, ça nous faisait rire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc c'est ça, le joueur, c'est pour ça que j'aurai toujours, moi, un sentiment un peu... Un joueur, je l'accablerai jamais. Jamais, tu ne m'entendras jamais un mot. Ouais, t'as de l'empathie pour lui, bien sûr. Bah oui, je sais trop ce que c'est. Guillaume, pour finir, la dernière question qui fâche. On dit que parfois, le poker n'a pas toujours eu une bonne image. Il n'y en a des fois pas toujours encore une bonne. Toi, tu es journaliste. Tu as déjà parlé de poker à travers CNews, des articles, voilà. Est-ce que c'est pas très compliqué de parler de poker dans un grand média comme CNews? C'est pas une question d'image, c'est que le poker reste très confidentiel encore en France. Alors il y a eu ce fameux boom au milieu des années 2000, enfin 2000-2005, où tout le monde s'est pris de passion pour le jeu.
Et puis, le soufflet est retombé quasiment aussi vite. Ah, Et- tu trouves, toi? Bah, peut-être pas aussi vite, mais il y a eu un désintérêt. Enfin, c'est plus. Médiatiquement, ça. Voilà, Ouais. médiatiquement. Là. Parce que Maintenant, Canal a fait des émissions. Et voilà, tout. cite-moi une chaîne qui diffuse du poker à la télé. Quand, aujourd'hui? Voilà. Ah non, là, aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, il y en a plus aucune. Donc, ça montre qu'il y a eu un désintérêt peut-être de la part du public. Alors, les raisons, c'est pas forcément. Alors, on sait, on en a parlé parce que c'était compliqué même de jouer online au bout d'un moment Bien avec sûr. toutes les histoires avec l'argel, etc. C'était devenu très compliqué. Et puis, voilà, c'était devenu un cercle un peu fermé. Et puis, enfin, voilà, moi, j'ai envie d'essayer de montrer que le poker, ça reste un jeu accessible à tous. Alors, il y a des belles histoires, il y a des moins belles histoires. Mais je pense pas qu'aujourd'hui, ça soit compliqué de parler de poker dans les médias. Bien au contraire, enfin, il y a toujours, comme je viens de le dire, il y a toujours des belles histoires à raconter. Alors, le point, on en parlait au début, mais c'est le point faible, j'ai envie de dire, du poker, c'est l'argent. Enfin, en France, on a beaucoup de mal avec le rapport à l'argent. Donc, et au poker, il y a énormément d'argent en jeu. Donc, je pense que le blocage se situe peut-être à ce niveau-là. Et puis, bah, même pour jouer, tout le monde ne peut pas faire un pari à 1 euro sur une victoire du PSG. Et pour jouer au poker, il faut un petit peu plus Que 1 euro, oui. donc c'est peut-être aussi ça le frein. Mais voilà, après, tout ce qui est l'environnement, les joueurs, c'est très accessible, c'est toujours très bonne ambiance. Tout ce qui est environnant au poker, c'est très plaisant et c'est aussi cet envers du décor que j'ai envie de montrer en disant que voilà, c'est un jeu comme on peut aller en boîte de nuit un samedi soir, on peut venir jouer au poker un samedi soir et ça nous coûtera peut-être autant d'argent, ou peut-être voire même moins, ça dépend de notre consommation d'alcool. Et voilà, donc non, moi j'essaye justement voilà, de profiter d'être un média généraliste pour donner un coup de pouce et je ne vais pas prétendre à pouvoir relancer la pratique du poker en France ou populariser le poker plus qu'il n'est actuellement en France. Mais voilà, moi j'essaie de profiter D'avoir un grand média généraliste. de ma profession pour faire passer un peu ma passion aussi, une de mes passions au premier plan et essayer de... Voilà, tout le monde a y gagné et le poker, ça reste... Je vais vous citer un petit truc, et je vais laisser la parole derrière. J'ai eu des responsabilités dans un cercle de jeu à Paris pendant 10 ans. Je remercie parce que j'ai passé des moments. C'était le cercle Vagram, moi, je peux le citer. Mais après, ça s'est arrêté comme tous les cercles, vous le savez tous, ont été fermés. Et on a repris ici il y a 5 mois. Et on a rouvert ici, et donc moi j'avais un poste important là-bas dans ce cercle. Tous les gens de Vagram sont revenus ici. Je les avais pas vus depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et ils sont revenus. Tu as retrouvé ces têtes qui jouaient plus. Ils jouaient plus. Ils existaient, il n'y avait plus rien pour jouer. Et d'un seul coup, ils ressortent. Et tu les retrouves, ça prouve que ce milieu du jeu, il est encore là. Et certains en prennent des directions, certains en prennent des responsabilités, certains en ont pas pris. Et ils sont retrouvés là. C'est un voilà, monde, c'est l'occasion de c'est se un monde retrouver quand même convivial. excitant, intriguant. Il y a quand La même 1 nuit, million de joueurs. Attention, au-delà du jeu, des relations qui tu fréquentes, pour moi, tu vas dans une autre vie. Elle dure ce qu'elle dure. Elle peut durer toute ta vie. Tu peux faire des allers-retours, t'arrêter, changer de métier, prendre d'autres responsabilités, la famille, le truc, qui vont t'éloigner. Mais bon, tu restes, quoi qu'il arrive, toujours un joueur. Mais c'est quand même féerique. C'est quand même rentrer dans... Moi, j'adore jouer au tarot. Au poker, j'ai des copains qui jouent à des tables chez eux. Je suis déjà venu une fois ici. J'ai pris un verre, j'ai regardé pendant 2 heures les gens. Mais j'adore regarder, être derrière, écouter. Je vois pas les cartes, tu vois, mais et encore que quand tu es derrière, tu peux voir de temps en temps un tout petit peu. Mais c'est plus les regards des gens, c'est intriguant. T'es plongé dans un univers que tu maîtrises pas, mais même quand tu le maîtrises, c'est comme si tu allais, je dirais, à une grande soirée, quoi. Je sais pas, il y a psychologiquement, t'es accroché, et je pense que tu peux venir addict très rapidement. Bien sûr. Mais comme les bonnes choses, c'est comme t'as un peu de diabète, le gâteau au chocolat, tu dois pas en prendre et t'en prends un petit peu. C'est-à-dire alors après, ça fait plaisir de la vie, puis t'as celui qui fume, et puis après t'as celui qui se drogue, et puis après t'as celui qui va boire, qui va tous les samedis soirs en boîte et qui rentre bourré, le mec qui prend. Alors après, tout est critiquable ou pas critiquable. Non, mais il faut savoir,
À mon avis, il faut avoir ses limites. Tu viens, tu sais que tu vas dépenser 100 € ou 200 € et être capable si tu les perds. Mais tu peux les perdre en 30 secondes. Le problème, je sais pas, moi j'aimerais bien savoir la gestion. Que j'entends des mecs, ils arrivent, 20 secondes après, ils sont plus là. Ils sont venus dans cette démarche-là, mais ils n'arrivent pas à gérer. C'est dur de laisser passer les coups, rentrer dans la partie, prendre un verre, observer, ne pas aller à une table. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ne pas aller à une table. Que moi, j'adore les films de cartes. Ah, ça me passionne. Et il y en a d'autres que j'ai oubliés. The Rounders. Non, mais que je regarde. J'aime joueur. bien Les joueurs, leur psychologie, leur truc et tout, au-delà, à côté de leurs amours ou pas, leurs difficultés, de s'intégrer parce qu'ils sont différents. On les comprend pas. Ils sont dans leur monde. Mais le monde, il est fantastique. C'est quand même c'est une psychologie. Et... Ouais, c'est passionnant. Mais comment on fait? Il y a 150 000 joueurs, il y a 150 000 cas différents. Mais est-ce qu'il y a quand même 4-5 profils de mecs bien précis? Oui, non mais t'as un truc... Eric. Que tu détectes très très rapidement. Les nerveux, les lymphatiques, non mais le joueur par excellence, écoute-moi, au poker, alors je parle, quand nous on jouait, alors je pense que au Holden c'est à peu près un peu pareil, pas tout à fait. Quand on jouait au fermé à l'époque, les vieux te disaient, c'est une vie, une partie de poker. On commence à 21h, on finit à minuit. C'est une vie. Pendant de 21h à minuit, c'est une vie. Mais c'est surtout un miroir de la vie. Tu avais 8 mecs autour d'une table. Je peux te dire, c'est 8 mecs différents. La façon dont ils jouent aux cartes, tu les connais dans la vie. Il y a pas, c'est un miroir. J'en suis sûr. Tu ne peux pas te tromper. C'est impossible. Le mec qui est généreux, le joueur est généreux par nature, puisque l'argent lui file. Le mec qui est radin, tu le vois tout de suite. Le mec qui est rotor, tu le vois tout de suite. Le mec qui est menteur, tu vois. Ça, le mec qui est hableur, tu le vois tout de suite. C'est un miroir. Et ça m'a toujours fasciné. C'est un truc qui m'a toujours fasciné. Mais j'ai l'impression que vous parliez peut-être plus à votre époque, enfin sur ce que je vois. J'ai vu des trucs à la télé, c'est le silence. C'est beaucoup de regards. Personne. Aujourd'hui, on parle peut-être avec la capuche et les lunettes. À ton époque, j'ai l'impression que c'était un repas de famille, mais bon, les mecs pouvaient beaucoup parler plus de privé, leurs problèmes. Voilà. Ils se connaissaient et tout, mais là, de temps en temps, j'ai l'impression que c'est regard contre flingue contre flingue. Ça dépend si tu joues en partie amicale ou familiale ou si tu joues en casino, en compétition, au championnat du monde. En compétition, c'est autre chose, les tournois. Tu peux pas leur vouloir au gars d'être concentré. Tu sais, toi qui aimes bien les films, Le kit de Cincinnati, c'est exceptionnel. Il y a une phrase qui dit, mais elle est vraie, il faut vraiment l'enregistrer, cette phrase, c'est, le type il arrive, il dit, si dans une partie de poker, dans les 30 minutes, t'as pas trouvé le pigeon, c'est que c'est toi. Soit le pigeon. Mais c'est vrai, c'est totalement ça. Si t'as pas analysé ta partie, tu es là, et t'as pas compris que celui-là il agressait, celui-là il jouait machin, c'est que t'as pas compris la partie, c'est que c'est toi le pigeon. Je voudrais juste revenir sur le parti tabou du poker que tu as évoqué tout à l'heure. Mon entreprise d'avant, qui a intégré un grand groupe, le PDG de ce grand groupe, il a fait une interview dans une émission et il s'y attendait pas du tout, mais les journalistes avaient creusé sur son passé de joueur de poker. Et quand on lui a posé la question et qu'ils ont retrouvé la photo sur Internet où il avait ses lunettes à une table avec les jetons, il a paniqué et il a botté en touche, alors qu'en fait c'était tellement simple de dire que le poker lui avait apporté la gestion de bankroll, la priorisation, le rapport entre le risque et le reward, etc. Eh ben non, pas du tout. Il a paniqué et ça montre le tabou. Je vais te répondre d'un truc très, très simple, surtout qu'on est dans l'ère du numérique, on est dans l'ère des cartes bleues, que moi j'ai pas connu. Nous, il y avait des espèces à notre époque. Donc, tout ça. Va à la banque, va voir ton banquier. Poker, quand le mec il voit carte bleue, PMU ou cercle, peu importe, va voir ce qu'il va te dire. Il va dire, alors, t'as les bons, c'est ce qu'ils te disent. Prenez un compte ING ou prenez un compte, des comptes en ligne et mettez l'argent là-bas, comme ça se voit pas. Donc déjà, dans la mentalité intérieure du pays et des banques, tu as déjà ça. Moi, à notre époque, tu sais, nous, à notre époque, on avait des crédits dans les banques. On n'arrivait pas avec 50 bars en espèces. Hein. On avait un crédit. Quand on avait fini, on se mettait d'accord avec le casino, que ce soit Monte-Carlo, Deauville, à l'époque, c'était à peu près ça. On payait, on devait 50, on payait 10 par mois, tu vois. Et on savait où on payait et tout. On envoyait des chèques, mais il n'y avait jamais marqué Casino Monte-Carlo ou Casino Deauville. Il y avait marqué SCPWZ, tu ne savais pas ce que c'était, personne ne savait, mais tes chèques étaient encaissés à la date, machin. Donc, on faisait gaffe. Et ça, tu l'as encore dans la culture. Et tu ne peux pas y couper. Ben, en dehors de la France, tu n'as plus ça. J'ai bien dit en France. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette première émission
au Club Circus Paris. Merci beaucoup Thierry de Avec la grand plaisir de vous avoir confiance. accueillir. On était au restaurant La Baraka. Merci messieurs Merci à d'avoir toi. Merci accepté beaucoup. l'invitation. J'étais très très heureux. Eric, c'est la première fois qu'on se rencontrait. J'étais très heureux de vous avoir partagé ces bons moments. On pourrait rester... Parce que des anecdotes, vous ne les connaissez pas, mais on pourra manger plusieurs fois avec Gilles. Gilles peut vous raconter des anecdotes pendant 10 ans. Sauf qu'il ne peut pas en raconter la moitié à la télé. Ça, c'est pas possible. Merci Sinon, à il tous. fait tomber la République. Et Castaner arrête le poker. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous. À très vite.